Bonsoir les amis, Arena du jeudi, voilà, c'est une nouvelle rubrique de la chaîne Arena et aujourd'hui on va parler de l'actualité. C'est le 4e épisode si je ne me trompe pas. Et donc si tu ne me connais pas, moi c'est Beto et à mon côté aujourd'hui encore une autre fois, Michael Michel. Comment ça va? Ça va et toi? Tout va bien? Beto? Ouais, je m'habitue, attention. Avec plaisir, c'est toujours des bons moments qu'on passe ensemble. N'oubliez pas, abonnez-vous, il y a juste un bouton en bas, s'abonner. Vous êtes plusieurs à regarder la chaîne et vous n'êtes pas abonné. Donc, on a besoin de la force. Abonnez-vous. Aujourd'hui, on est sponsorisé pour la causerie, le premier réseau d'affaires des anciens footballeurs. Et on a un plaisir d'avoir déjà le fondateur avec nous, Wesley. Bonsoir, bonsoir. Et Kevin. Bonsoir. Kevin Mack, comme ça va? Ça va, spécialiste ça va, de Paris Saint-Germain. Ah ouais, on lâche pas le PSG. Jamais on lâchera le PSG. Wesley, Dis-moi. c'était bien en Afrique? Ah, j'étais très bien. Il y a 2 jours encore, je mangeais à l'Alocodrome de Cocody avec le peuple ivoirien. C'était bien. C'était bien et ça fait plaisir de voir comment l'Afrique se développe, comment les jeunes Africains réfléchissent aujourd'hui. Et puis la chaleur humaine, tout simplement. Les blagues, les sourires. Enfin, tout le monde parle avec tout le monde. Ça fait du bien. Tu reviens, t'es rechargé à bloc. Tu as eu l'occasion de parler du foot là-bas? Oui. Il y a des journalistes, Malik Traoré qui est rentré, qui a été formé même ici chez Canal et tout, qui est rentré là-bas. Il y a des émissions qui se mettent en place. Avec Internet aussi, il y a pas mal de choses. Tu as participé en émission? Non, mais en tout cas, j'ai visité pas mal d'écoles, des académies et tout. Et ça, franchement, ils ont bien suivi avec l'engouement qu'il y a eu à la CAN. Ouais. Ils ont su rebondir et pérenniser pas mal d'actions derrière. Donc franchement, grosse force au peuple ivoirien. Ils font des vrais trucs footballistiquement parlant. Cool. Kevin? Ouais. Paris Saint-Germain à fond? Obligé, comme d'habitude. Ouais. Ça y est, c'est la passion, on est lancé. On va avoir tous les matchs. On est omnisport aussi. Handball, foot, les féminines aussi, et les U19, on fait tout. On commence par le Paris Saint-Germain? On est parti. Alors, le derby, c'est quoi les conséquences à la maison? Le derby, tu parles du classique? Le classico? Ah bah, franchement, une belle victoire. Paris a bien maîtrisé le match. Les gens vont dire oui, le carton rouge a peut-être tout changé. Moi, personnellement, je pense pas. Ça a tout changé, Kevin. Non, Paris avait la maîtrise de jeu. Regarde, dès le début du match, on avait la maîtrise de jeu. On aborde le sujet. Pour moi, c'est pas rouge. Ah non, moi, c'est rouge. Oh, je suis désolé. Marquinhos, il arrive et il ne voit pas Marquinhos. Attends, tu peux pas dire ça. Non, il ne voit pas Marquinhos. Je suis d'accord avec toi, mais t'as vu l'impact du Il pédaliste, comment il est haut? il ne voit pas Marquinhos. C'est pas intentionnel. Oui, mais même. Il ne voit pas. Le Il pied au vachement pied, haut. oui, il est à la hauteur de la poitrine. Bah oui, mais c'est rouge. Mais c'est. Vous êtes d'accord? Alors, faut trancher. Toi qui es un ex-joueur. Non, après, Qu'est-ce que tu penses? en fait, C'était trop, non? L'un et l'autre. Début du match, un classico. regarde, Bah, c'est rouge. Si tu gères bien le match, que tu commences bien, pour ne pas mettre tout dans la poubelle, Mais ça te donne un jaune avec un bel jaune. Ouais, mais c'est un geste dangereux. Tu papotes bien avec le mec, tu donnes un bel jaune, tu laisses clair à tout le monde qui. Oh, Ouais, c'est rouge. Après, j'ai l'impression que si c'est pas un classico, il y a moins de polémique, tu vois, sur l'action en soi. Qu'il y ait l'action, rouge déjà. ou pas, je pense que d'un côté ou de l'autre, c'est pas extraordinaire. Mais je pense que si ce n'est pas un classico, ça fait moins de bruit, tu vois. Et après, là où l'arbitre, on peut lui donner raison sur un truc, c'est que peu importe le contexte, oui, tu dois faire preuve de pédagogie et tout, mais s'il y a rouge, si tu as un règlement à faire respecter, même Pour si toi- moi, pour à toi, titre c'était personnel, moi, à titre personnel, toi, c'est rouge? Non, moi, à titre personnel, j'aurais voulu qu'il fasse preuve de pédagogie. Mais moi aussi. est-ce que c'est un scandale qui est rouge? Mais t'as pourri le match. Mais lui, il Mika. est arbitre, qui fait son C'est job. l'arbitre. Non, moi, Mika. ma position, elle est très claire. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Voilà. Je On pense est que. 3 contre 1, Kevin. Non, mais après, il y a Il a dit qu'il y avait rouge. des distensions et il y a des choses que Wesley a soulignées qui sont importantes. Pour moi, il n'y a pas rouge sur l'action. À partir du moment, et j'en ai pas mal discuté sur les réseaux sociaux, je pense qu'à partir du moment où Harit est dans une position où il ne voit pas son adversaire et il se positionne pour contrôler un ballon qui arrive très vite, je vois difficilement comment on peut lui mettre le carton rouge, sachant que son geste, il est latéral, il ne va pas vers Marquinhos. Marquinhos va vers le ballon. Exactement. Et sur l'action, on se rend bien compte que la preuve, c'est que c'est Harit qui touche le ballon avec son pied. Harit est en avance sur Marquinhos. Marquinhos vient pour jouer le ballon. Et à partir de ce moment-là, il y a contact.
Donc pour moi, c'est une maladresse, mais ça ne vaut pas un carton rouge. C'est Marquinhos qui va chercher le contact. Voilà, Ouais, pour mais moi, c'est maladresse Marquinhos qui ou provoque qui laisse le contact. Donc pour moi, il n'y a pas carton rouge. On est Maintenant, d'accord. ceci étant dit, et là où je rejoins complètement Wesley, c'est qu'il y a des argumentaires qui disent ouais, mais c'est le début du match ou c'est un classico. Ça, par contre, je l'entends pas parce que, comme Wesley l'a très bien dit, pour moi, s'il doit y avoir rouge, même si c'est au bout de 30 secondes de jeu, on met rouge. Moi, j'estime que le règlement, il doit être suivi, qu'on soit à la première ou à la 90e minute. Je ne suis pas dans cet esprit de se dire ouais, mais c'est le début du match, ça gâche le match. Oui, parce qu'il gâche le match, c'est le geste. C'est pas le rouge de l'arbitre qui fait appliquer le règlement. Si il doit y avoir rouge, peu importe la minute, pour moi, l'arbitre doit mettre le carton rouge. Maintenant, sur cette action-là, moi, je considère que le jaune était amplement suffisant. Pour moi, c'est rouge. Franchement, Pour toi, c'est rouge. Il n'y a pas débat. Oui, La preuve qu'il y a débat. T'as vu le pied d'Harry Kane qui met la trace au niveau du sternum? Après, ça, la trace, c'est pareil. C'est pas ça. C'est une chose qu'on a aussi ça que beaucoup entendue et qui est c'est pour pas moi ça un que faux ça va argument. justifier. Aujourd'hui, c'est pas la vérité. Bah, si, Aujourd'hui, c'est pas la vérité. Je vais te montrer un exemple concret qui montre pourquoi ça peut pas être la vérité, la trace. Aujourd'hui, Wesley était joueur pro. Même en étant joueur amateur d'ailleurs. Tu vas sur un duel aérien. Tu dégages un joueur dégage le ballon de la tête. Le deuxième arrive en retard. Donc tape sur la tête du premier. Il s'ouvre l'arcade. Donc il saigne de partout. Est-ce que tu mets carton rouge au premier? Non, pas rouge, je mets jaune. Sauf que là, pourtant, une arcade pétée, on est d'accord que c'est plus impressionnant que la trace sur le thorax de Marquinhos. Il est plus violent de Harit quand tu regardes l'action. Ah, donc tu penses que c'est plus violent qu'un tête contre tête avec arcade qui pète? Je pense. Hein. Ça peut s'entendre. Moi, je considère que non. Mais encore une fois, la trace, ça peut pas être un argument définitif parce qu'il y a des gens qui tracent plus vite que d'autres, d'ailleurs, au niveau du corps. Et encore une fois, si c'est un geste volontaire ou pas volontaire, si c'est un geste qui a été provoqué, ça veut dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où, même s'il faut pouvoir le faire, mais à partir du moment où un joueur se met en position avec le pied un minimum élevé, je suis joueur adverse, je me positionne sur son pied, et puis le garçon il prend carton rouge parce que je vais avoir une trace sur le corps. Là, c'est un duel. Quasiment. Non, c'est pas à la base, c'est pas un duel. Oui, je sais, mais à la base, mais quand tu vois l'action après, au milieu de terrain, et le pied d'Harit qui est vachement haut et qui arrive vraiment au niveau du sternum de Marquinhos, je suis désolé. Là, en fait, l'arbitre a pris ses responsabilités et pour moi, c'était rouge. Il les a prises, mais ça ne veut pas dire que c'était la bonne décision. Et là où tu stipules quelque chose qui est important, et d'ailleurs, pour moi, c'est un lapsus, tu dis c'est un duel. Non, c'est pas un duel. À la base, sur l'action, si tu la regardes bien, c'est un dégagement qui est à moitié réussi de Roulis. Donc la balle arrive très 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 vite puisqu'elle est quasiment à mi-hauteur sur un dégagement de gardien, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. Et Harit essaie de se positionner le plus rapidement possible pour contrôler le ballon en mettant son pied en extension. Et encore une fois, lui arrive d'un côté, Marquinhos arrive de l'autre côté. Et là où je te rejoins pas, c'est que sur l'action, on voit bien que Harit ne peut pas voir Marquinhos, mais Marquinhos voit Harit qui arrive en face de lui. Mais après, comment il est haut? Ah non, mais après le geste, je le nie pas. Pour moi, et comme disait Wesley, je considère pas non plus que c'est un scandale le carton rouge. Mais je pense, en regardant l'action et le contexte, qu'il n'y a pas carton rouge. Maintenant, l'avoir mis, je ne considère pas non plus que c'est un scandale comme on a pu l'entendre. Mais après, c'est une question d'opinion, d'avis, l'arbitrage. Après, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que le Classico en France, c'est le dernier truc qui te fait vendre du papier. Exactement. Donc forcément, si on peut avoir cette polémique, ça a duré pendant 3-4 jours, on en a... Bah oui. On en a parlé. Voilà, il y a aussi cette démarche-là derrière d'entretenir un certain engouement, etc. Mais après, pour aller encore plus loin dans le sujet, Marseille est à côté de la plaque sur les derniers classicos. En étant objectif, en fait, j'ai l'impression que dans l'avant-match, ils mettent une énergie de fou et que limite, même toi, tu dis « Oh là là, ça va être un classico de dingue ». Au final, regarde. Et pétard mouillé à chaque fois, tu vois. Alors, c'est vrai. On avait discuté la semaine dernière, c'était l'occasion pour l'OM, depuis des années, de gagner, de faire un bon match, un match équilibré. C'était pas ça. En fait, le truc, c'est que vu que le Classico, voilà, on a envie que ça s'enflamme, etc., je trouve que des fois, on n'est pas objectif. Objectivement, si tu prends le niveau des deux équipes avant le match, Paris est favori. Non, Paris est favori. Paris est favori. Après, tu dis il va y avoir ce sursaut d'orgueil, etc. Parce que c'est à Marseille, c'est à la maison, etc. Mais je trouve que, excuse-moi, après je termine, je trouve que dans l'approche du match, j'ai l'impression que l'OM aborde mal les classicos à domicile. Alors, les supporters, c'est normal qu'ils soient, qu'ils soient à fond, etc. Mais je trouve que dans l'approche, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas passer à côté de ton match comme ça. C'est pas possible. Ils y croient et je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait le départ d'Mbappé, ils ont dit bon,
ça s'équilibre. Bon, au final, regarde, il y a pas forcément, Oui, mais avec un rouge. c'est pas forcément équilibré, quoi. Avec un rouge. Ouais, après, c'est différent quand même. Moi, je pense que le match arrive presque trop vite pour l'OM, au final, ce match-là. C'est pas faux. Il est tôt aussi. Wesley le disait aussi tout à l'heure. Il faut être très clair. 9e journée, c'est ça? Ouais, au-delà des supporters de l'OM, je pense que le football français en général, si on sort les supporters du PSG, a envie que l'OM soit au niveau du PSG. Parce que pour le championnat, pour l'intérêt du championnat de France, c'est quelque chose qui serait bien. Bien sûr. Donc l'arrivée de Deserbi, le Mercato, Greenwood, Greenwood. Rabiot, Holzberg. Donc on a eu cette envie de se dire l'OM est prêt, ça y est, il y a quelque chose qui se crée, l'OM est prêt pour jouer dans la cour du PSG au moins sur un match. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PSG est en place depuis un moment, il y a un entraîneur qui est là depuis un an, il y a un effectif qui est là depuis un an. Donc collectivement, cette équipe-là, elle est au-dessus de l'OM. À l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas de débat. Factuellement. Alors, c'est clair. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, j'estime que le match, il arrive peut-être un peu trop tôt pour l'OM. Peut-être que dans 5-6 mois, peut-être que l'OM sera prêt pour ce type de match. Je ne dis pas sur la durée d'un championnat, parce que je pense que Paris est encore au-dessus, mais peut-être que dans 3, 4, 5 mois, quand Deserbi aura sa méthode qui aura été un peu plus assimilée par son effectif, qu'il y aura des joueurs qui auront aussi appréhendé le contexte marseillais et savoir ce que ça peut représenter un OM PSG, peut-être que cette équipe-là, elle sera plus prête. Mais je pense que c'était, et je crois que c'est Christophe Dugarry qui disait ça sur la radio le lendemain du Classico, en fait, on avait l'espoir que l'OM soit prêt parce qu'on a envie que ce duel-là on avait envie de voir un classico. Mais dans les faits, et Wesley le disait tout à l'heure, il faut être lucide. Aujourd'hui, le PSG est au-dessus de l'OM. Et après, sur la rencontre en elle-même, le carton rouge change des choses. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé à 11 contre 11. Mais la certitude, c'est que pendant 20 minutes, l'OM est hors de son match. Ils sont complètement dépassés. Et moi, je le disais aussi, peut-être que si le match se joue à 11 contre 11, si le match se déroule comme les 20 premières minutes, peut-être que l'OM prend 4 ou 5-0. Parce que dans le contenu, c'est vrai, hein. ils sont largement en dessous. Raison. Et après, ce qu'on ne peut pas enlever, ce qu'on ne peut pas nier non plus, c'est qu'effectivement, le rouge change des choses. Les gens qui disent non, le rouge ne change rien, c'est pas vrai. Si les 20 premières minutes se reproduisent pendant 90 minutes, même à 11 contre 11, l'OM ne revient jamais dans le match. C'est impossible. Oui, comme dit Wesley, l'approche n'est pas bonne. Voilà. Je sais pas. À 11 contre 11, on a déjà vu des équipes, ne serait-ce qu'à la mi-temps, revenir sur la deuxième mi-temps et être transfigurées. Donc ça aurait pu se passer. Et on ne le saura jamais parce que le match s'est joué à 11 contre 11. Et après, je pense que pour le Paris Saint-Germain, les joueurs individuellement, quand ils jouent l'OM, ils se mettent, ils mettent le bleu chauffe. Tu le sens que, tu sens que dans l'approche des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est le match où on se met au top niveau. C'est limite une soirée européenne. Et c'est pour ça que Marseille, quand ils jouent contre le PSG, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont jouer un grand PSG. Tu ne joueras pas un petit PSG. C'est impossible parce que c'est le match où il y a de l'engouement médiatique. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tous les autres matchs de la saison, il y a un engouement qui est différent. Mais là, quand tu joues l'OM, tu ressens le truc dès le lundi, mardi, tous les jours, on en parle. Donc, tu te prépares différemment. Et forcément, le dimanche, quand le match il commence, t'es en mode Ligue des Champions. Tu l'as vu avec les supporters du PSG qui étaient à la dernière séance d'entraînement. Et dis-toi que moi, j'étais au match contre Strasbourg. Le Classico, en fait, on posait déjà au Classico alors qu'on jouait le PSV mardi. Mais en fait, ils avaient déjà lancé les champs alors qu'on était samedi. Mais parce que en fait, le Classico, en fait, c'est, comme a dit Wesley, c'est un match à part. Et vendredi, les supporters étaient au campus avec Nasser, Luis Campos. Donc en fait, il y avait tout le monde. Mais c'est pareil dans les deux camps. Et c'est important de le dire aussi parce que souvent aussi, on entend le discours de se dire ouais, mais si Lille arrive à accrocher le PSG, si Lens arrive à accrocher le PSG, si Reims arrive à accrocher le PSG, pourquoi l'OM n'y arrive pas? Mais comme l'a dit Wesley, on ne peut pas comparer. Parce que le PSG, qu'on le veuille ou non, ne joue pas contre l'OM de la même manière que contre les autres équipes de Ligue 1. Et ça, c'est un argument à prendre en compte. Comme tu as dit, c'est la soirée Champions League. Regarde, si tu vas... Désolé pour le conducteur et tout, mais vu que c'est passionnant, regarde, quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, tu as de grandes chances de prendre le titre de Ligue 1 à la fin de la saison. Et on va pas se mentir, même auprès des supporters, tu n'as pas l'impression qu'il y ait une saveur extraordinaire. Ils sont contents, mais c'est pas... City, ils se battent toute l'année. Même s'ils le reprennent, ils se sont battus toute l'année. Et en fait, le peu de piment que tu as dans la saison quand tu joues au Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est contre l'OM. Que les choses soient claires. Non, mais il a raison. C'est vrai que nous, en tant que supporters, c'est vrai que c'est Marseille. Hein. C'est important. L'aller et le retour. Ça va être toujours important, je pense. C'est le classico français. Écoutez, dans cette journée, 4 rouges. 4 cartons rouges. 3,5 du coup si on enlève la moitié de celui d'Harit.
C'est un débat. Hein, ça change quelque chose, le résultat du derby au Paris Saint-Germain? Luis Enrique, les joueurs? Non, on est content. Bah, t'as vu, les supporters étaient là à 3h du matin au Bourget. ouais. Ils ont bien célébré. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que je pense que, comme a dit Mickaël, le match était hyper important. Ok, tu fais une contre-performance contre le PSV, tu fais un partout. Là, tu joues l'OM, tu as l'occasion de te rattraper, tu gagnes 3-0. Donc forcément, pour les supporters, en fait, ça veut dire que c'est une semaine réussie, malgré la contre-performance que tu as eu contre le PSV. Tu vois. Donc, non, Luis Enrique, je pense qu'il est bien en place. Il va prolonger pour 2 années supplémentaires. Là, l'équipe je trouve qu'elle est bien, elle monte en puissance. Et tu as vu, même Vitinha, il l'a dit lundi sur RMC que le PSG est plus fort, selon lui, que l'année dernière. Donc, non, je pense que le PSG va monter en puissance, moi, à mon avis. Hein. Par contre, Mika, à la commanderie, ça pète dans tous les côtés. Ouais, c'est délicat. Après, encore une fois, et on en a parlé, le carton rouge, on va dire, atténue quand même certaines choses. Parce que, encore une fois, moi, je reste persuadé que s'il y a 90 minutes comme les 20 premières... ça peut finir tranquillement 3-0. Ouais, ça peut être très, très problématique d'avoir fait 90 minutes à 11 contre 11 sur le niveau des 20 premières minutes qui sont catastrophiques. Après, encore une fois, il faut raison garder sur beaucoup de choses au niveau de l'Olympique de Marseille. Il y a un entraîneur qui vient d'arriver, il y a un effectif, en tout cas sur les titulaires notamment, qui a été renouvelé en grande partie. Il faut arrêter de penser que même quand on fait venir des Zerbi, ça va être un magicien et qui va réussir en 1 mois, en 2 mois à transformer complètement l'équipe et le club. Il faut être patient. C'est pas la principale qualité des supporters de l'OM en général. Je suis bien placé pour le savoir puisque je le suis. Mais il faut être patient. Il faut accepter aussi qu'à un moment donné, les projets, c'est aussi un petit peu de durée. Il y a du travail, mais il y a de la durée et il y a un impondérable qui parfois est le temps. Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Des Arbi, il a montré qu'il était capable de faire d'énormes choses. Il faut le laisser travailler. On était, je le disais aussi, beaucoup de supporters de l'OM cet été étaient contents que pour une fois, l'OM partait sur un projet à moyen terme. On a entendu parler de projets sur 3 ans avec des Zerbi, on était content de ça. Et là, au bout de 3 mois, parce que tu viens de prendre 3-0 à domicile contre le PSG, il faudrait tout remettre en question. Non, c'est pas le but. Après, je pense que les médias ont survolé le résultat parce que le carton rouge, cette situation, voilà, on passe à la suite, on passe, on avance quoi, et on verra peut-être le match des retours à Paris. Aujourd'hui, l'OM, ils sont 3e du championnat. Exactement. À 3 points de l'AS Monaco, qui est une équipe dont on parle en grand bien depuis le début de la saison. À juste titre. Et à juste titre. L'OM ne les a pas joués et à 3 points derrière. Donc encore une fois, pour moi, il n'y a pas du tout péril en la demeure. Il faut raison garder. L'OM, s'ils font 2e ou 3e cette saison avec des Zerbi qui vient d'arriver, le renouvellement d'effectifs, ce sera une très bonne saison. Au podium, la Champions League direct, je pense que ça. Il y a 4 places c'est déjà avec bon la nouvelle objectif. formule pour la Ligue des Champions. Les 3 premières directes, je crois, et la 4e en barrage. Voilà, l'OM sera dans son temps. Il faut travailler, il faut prendre le temps et attendre un petit peu. Après, avec le système qu'a mis en place Longoria, où il y a beaucoup de changements, forcément tu t'exposes à ce qu'en octobre-novembre, il y ait des dysfonctionnements. Et je pense que ce qui est difficile pour les supporters de l'OM, c'est qu'un club comme Marseille, forcément le temps, ce n'est pas trop ton allié. Mais par la force des choses, aujourd'hui tu as besoin de temps. Un mec comme Des Zerbi, il faut lui donner du temps. Et je pense que quand tu vas partir sur des cycles de 2-3 ans et que tu pourras faire un bilan, là, tout le monde pourra se rendre compte qu'effectivement, il faut du temps. Moi, je pense qu'il va faire de belles choses à Marseille. J'en suis persuadé. On a parlé de Rabiot. Rabiot, il a repris... En fait, je trouve que les gens sont dans la culture de l'instant. Rabiot l'a repris il n'y a pas longtemps. Donc, il ne joue pas ce week-end par rapport à sa question physique. Voilà, faut... Donc, tu imagines comment ces gamins... C'est un homme déjà, parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais comment il était au derby quand il n'était pas prêt. Ah oui, c'était vraiment pour faire l'affiche, quoi. En fait, mais c'est comme tu dis, la préparation de match. Si tu parles football et conditions physiques, c'est très dur si tu n'as pas fait la prépa depuis le premier jour. C'est dur. Tu le vois même les internationaux qui reviennent avec 2-3 semaines de retard. Il y en a pour qui des fois le début de saison il est compliqué. Donc lui en plus, il était sans club. Faut pas me dire, même s'il a dû s'entraîner individuellement, ça ne vaut pas une prépa avec un groupe. Donc forcément, le bon Rabiot, tu l'auras pas sur la fin 2024. Par contre, derby, il était sur le terrain. C'est comme tu dis, on revient dans la question de la préparation du match. Parfois, c'est un peu trop. Après, le joueur, tu lui demandes, il va te dire oui. Ah oui. Je pense que après, je pense qu'il y a aussi cet effet où tu te dis le fait que Rabiot joue, peut-être que tu vas créer quelque chose de l'autre côté, j'en sais rien.
peut-être que lui, la sérénité qu'il a, ça va t'aider un peu et tout. Mais à un moment donné, le football, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ouais, et puis ça fait aussi partie du travail athlétique, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, quand Deserbi, il aligne Rabiot, il sait très bien qu'il n'est pas à 100%. Mais l'avoir à 60, 70, 75, 80% sur le terrain, bah, c'est aussi pour lui permettre dans quelques semaines d'aller chercher les 100%. Ça passe aussi par là. Ça passe pas par que des entraînements. Il va aussi falloir qu'il ait du temps de jeu en match pour pouvoir monter en puissance, pour pouvoir être bon pendant 60 minutes, puis après 70, puis après 80, puis 90 minutes. Donc ça fait partie aussi du processus de travail pour mettre ce joueur-là à jour au niveau athlétique. Aujourd'hui, même à 60 ou 70%, c'est difficile de se passer d'un joueur comme Rabiot à l'Olympique de Marseille. Donc ça fait partie, encore une fois, d'un process normal pour moi de travail, mais il faut accepter et être patient. À Marseille, ça se passe beaucoup de choses. Je voudrais juste faire une parenthèse pour demander à Wesley. Le Havre. Dernière 5 matchs, 5 défaites. Avant-dernière, ça te fait peur? Bah alors, je vais essayer d'être très objectif parce que c'est mon club de cœur. Didier, c'est mon pote. Toi qui es arrivé à 10 ans là, et qui a fait toute ta formation là-bas. Ce qui est compliqué, c'est que tu as très très peu de moyens. Aujourd'hui, le Havre a très 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 peu de moyens. Donc, ils ont fait comme ils ont pu. On le sait que Mathieu Bodmer, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui tente des coups, etc. Ça reste malgré tout un effectif jeune, avec pas mal de joueurs qui découvrent la Ligue 1, etc. Et ça va être toujours comme ça. Et ça va être comme ça. Ils ont fait, si tu prends le contenu, par exemple, contre le PSG, je crois que c'était dans les débuts, deuxième, troisième match, je ne sais plus. Le premier match, c'était premier match. Jusqu'à la 70, 75e, un truc comme ça, ça joue bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce schéma qui se reproduit sur chaque match, c'est qu'ils vont être bien et ils vont faire une erreur à un moment clé. Et puis une deuxième, et puis une troisième, sauf qu'en Ligue 1, c'est l'expérience que tu vas payer cher. Voilà. Et je sais que Didier Digard s'est plaint aussi de l'intensité aux entraînements, parce que lui, ce qu'il expliquait, c'est que la Ligue 1, c'est pas que le week-end. La Ligue 1, c'est ce que tu fais en semaine. Et je sais qu'il y a eu des remontrances vis-à-vis de ça. Et voilà, c'est un effectif qui apprend. Par contre, tout le boulot qui a été fait pour remonter en Ligue 1, si tu redescends, c'est compliqué. Ils ont mis 10-11 ans à remonter, le Havre. Donc, si tu redescends, c'est compliqué, mais je pense que... Je pense que c'est compliqué ou c'est acceptable? C'est un club qui accepte. Après, ouais, mais tu sais, quand tu fais l'ascenseur, l'ascenseur, c'est compliqué. C'est compliqué de créer un projet dans la durée. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, mais c'est un club qui est basé sur la formation. Donc, oui, mais... moi, j'ai l'impression de voir l'Havre comme ça. Oui, on a la chance cette année de jouer la Ligue 1. Mais non, si on descend en Ligue 2, ça va. Mais, toi, parce que c'est notre place. Oui, mais regarde, à un moment donné, pour être compétitif sur le recrutement des jeunes, parce qu'effectivement, le Havre, tu y vas, tu vas dans la salle, derrière, il y a tous les trucs, il y a tous les joueurs qui sont passés par le Havre, etc. Oui, tout le monde le sait que le Havre, c'est un très bon club formateur. Par contre, aujourd'hui, il y a une réalité. Si tu veux comment dirais-je, être compétitif dans le recrutement des jeunes, etc., la Ligue 1, c'est un argument. Et tu sais que le Havre, tu n'auras pas le budget du PSG, tu n'auras pas le budget. Donc ça passera par du trading, par former des bons jeunes que tu vas revendre, ce qui va te permettre d'acheter un peu, etc. Regarde, ils ont fait des pieds et des mains pour faire revenir Ayou. Parce que c'est le seul joueur sur lequel tu avais un peu de marge de manœuvre. Il n'a pas de club, tu es en Ligue 1, voilà, il a de l'expérience. Et le Havre, de toute façon, ce sera un maintien mois de mai. Il ne faut pas rêver. Ça va galérer. Si le Havre, il se maintienne, ce sera... Tu penses quoi, Mika, du Havre? On parlait de patience tout à l'heure, ça fait aussi partie du process d'un club comme le Havre. Il faut être patient aussi avec un club comme ça. Et c'est un bon rappel aussi. On a tendance à penser que les clubs qui travaillent bien sont que les clubs qui ont des résultats. C'est pas toujours le cas. Ah oui, aujourd'hui, Mathieu Bodmer et Momo Elkaraz, ils font un excellent travail au Havre depuis qu'ils sont arrivés. Mais encore une fois, il y a le travail que tu réalises et il y a aussi les moyens que tu as à disposition. Tu peux pas non plus faire des miracles. T'es pas magicien en fait. Donc le club a fait trouver un travail, cet équilibre, c'est pas facile. C'est pas évident. Le club a fait un travail colossal pour remonter en Ligue 1, ce qu'ils ont fait de manière exceptionnelle la saison dernière. Aujourd'hui, je pense que c'était anticipé par Mathieu Bodmer dans les temps de passage de son club. Il savait que la première année de Ligue 1, forcément, elle serait délicate. Les moyens Wesley l'a dit tout à l'heure, sont très très limités. Au niveau du recrutement, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Au niveau de la formation, il y a eu quelques changements aussi. Je crois que c'est l'entraîneur des 19 qui a changé cette année. Ça bascule peut-être aussi sur le responsable du centre de formation dans les prochains mois. Voilà, il y a du mouvement. Ça travaille bien, mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas toujours parce qu'on travaille bien qu'on a forcément toujours des résultats de suite. Il faut aussi
prendre le temps. Et si le Havre, je pense, aujourd'hui, si on dit à Mathieu Bonnemer et à la direction du Havre, est-ce que vous serez content si vous maintenez en Ligue 1 à la dernière journée, à la 89e minute, je pense qu'ils signent tout de suite. Parce que voilà, pour l'avenir du club, c'est important de rester à ce niveau-là. On en a parlé pour les jeunes aussi. Aujourd'hui, il faut être complètement illogique et pas avoir les pieds sur terre de penser que le Havre peut terminer 8e ou 10e de Ligue 1. Ça pourrait arriver parce que c'est la beauté du sport, mais ce serait une anomalie, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, la normalité dans le process d'évolution de ce club-là, c'est qu'ils se battent pour se maintenir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le club travaille mal, ça veut dire juste qu'il est dans ses temps de passage et que s'il arrive à se maintenir, l'année prochaine, ça devrait être un peu plus facile. Et puis le gap, tu vois, le gap Ligue 2, Ligue 1, je pense que les gens, ils sous-estiment à quel point il est large. Ouais. Le gap Ligue 2, Ligue 1. Tu parles à niveau économique, technique. Non, mais juste, je te parle juste sportif. Sportif. Juste sportif, le niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Allez voir un match de Ligue 2, ça n'a rien à voir. Même si on peut se dire, la Ligue 1, c'est pas un championnat top. Mais par contre, les exigences qu'il y a en Ligue 1, ça n'a rien à voir avec la Ligue 2. C'est pas le même sport. Le Havre, c'était un des clubs qui a pris le rouge et a perdu 1-0 contre Rennes. On revient à l'OM. Il y a plein de stars là-bas qui sont en train de se prendre par la tête. Il y a Benatia, Poncho. Il y a le responsable de son formation, Marco Otero. Et il y a au milieu de tout ça aussi le responsable Pro 2. Je voudrais que vous m'expliquiez la différence entre la NI3 qui est gérée par le coach Papin et la Pro 2. C'est quoi ça? Pro 2, c'est juste une appellation en fait. C'est que aujourd'hui c'est la réserve. En fait, si tu veux, maintenant, dans le fonctionnement de beaucoup de clubs français, pour essayer de garder les jeunes joueurs talentueux qui ne sont pas encore prêts à jouer en équipe première, mais qu'on veut absolument sécuriser, on les fait quand même signer des contrats pro. Donc ces joueurs-là évoluent soit en équipe réserve, soit en 19, selon leur catégorie d'âge, mais c'est un deuxième groupe en parallèle de l'équipe première, qui est juste en dessous, du coup, qu'on appelle le groupe pro. Qui reste entre les pros et la N3, la l'équipe réserve. En fait, c'est pas une division. C'est vraiment un groupe. C'est le groupe qui est juste en dessous le groupe élite, donc le groupe de l'équipe des pros, le groupe normal, pardon, et qui est considéré comme le dernier step avant d'aller en équipe première. Mais souvent, maintenant, ce sont des garçons que les clubs n'hésitent plus à contractualiser au niveau professionnel pour être justement dans la perspective de pouvoir les garder. Et on peut avoir des garçons de 16, 17, 18 ans qui sont dans ces groupes-là. Donc c'est en fait les joueurs qui jouent en équipe réserve mais qui sont considérés, appelés... et la discussion à l'OM, c'est exactement cela. Parce que le responsable de ces groupes pro, qui c'est Ali Zarak, il commence déjà dans un moment à dire à Papin qu'est-ce qu'il faut faire. Comment il faut jouer. Et donc c'est parti, on prend en cacahuète là-bas. Après, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a Papin qui l'accuse de tu cherches que le résultat, mais avec la N3 c'est pas comme ça parce qu'on est un club aussi dans la formation. Là on est dans la formation et par contre tu cherches le résultat, c'est pas ça qu'on veut. Et donc il y a cette dispute un peu entre Ali et Papin. Il n'est pas content. Il y a déjà quelques semaines qui a priori il ne se présente pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux y aller? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je dis juste une chose. Il va partir, il faut faire. Je voudrais juste dire une chose parce que je suis habitué. Et hier, on parlait d'Alessandro, qui aujourd'hui est directeur sportif. C'est un ex-joueur un super joueur qui a passé de mon équipe à l'international. Hier, on était en podcast et on a discuté ça. Et j'ai vécu, voilà. Et Papin, c'est l'exemple. Il faut faire beaucoup d'attention avec les stars du club. Parce que quand ils vont occuper des rôles dans le club, ça pas partir. Mais des fois, ça marche pas. Il y a plusieurs problématiques pour moi. Non, après, de toute façon, je pense que, en fait, là, dans ce que tu as dit, il y a 800 sujets. Il y a le fait d'être en N3, qui, pour moi, aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui... C'est trop bas, le niveau. Non, mais aujourd'hui, quand un club de Ligue 1 a une N3, c'est bien. Alors que de base, le niveau minimum... On voulait tous avoir une CFA, enfin une N2. Ça veut dire que tu as ce truc où les joueurs qui manquent de temps de jeu que tu veux mettre en Ligue 1, tu les fais jouer en N3. C'est trop bas à ton avis? Après, voilà, vu la conjoncture actuelle, bref, parce que tu en as beaucoup qui ont des R1, donc limite tu es en N3, tu vas pas te plaindre. Mais je pense que dans le fond, quand tu es un club de Ligue 1, tu veux que ta réserve soit en N2. Je pense que c'est ce que tu veux dans le fond. Donc tu vas avoir ceux qui veulent que la N3 remonte en N2.
tu vas avoir ceux, à juste titre, qui vont dire « Ouais, mais les jeunes joueurs, il faut être patient avec eux. » Parce que, comme il le disait, aujourd'hui, tu as des joueurs qui signent des contrats pro très tôt. Et qui ne jouent pas en pro. Limite, qui ne jouent pas en réserve, qu'on lâche de jouer encore en 19 NAS. Et ces joueurs-là, des fois, le problème, c'est que quand ils signent pro très tôt, bah, tu perds en progression parce que, ils n'écoutent plus le coach de la réserve. Ils écoutent plus le coach des 19 parce que les mecs ils gagnent déjà je ne sais combien et j'en ai discuté beaucoup de fois avec Mickaël Lebaïf qui avait les 19 NAS à Marseille qui a dû faire face à ce problème là et en fait dans tout ce problème là bah après tu as des désaccords de coach réserve etc. Il y en a toujours eu coach pro réserve mais là je pense que c'est exacerbé parce que tu as des enjeux, tu as aussi les agents qui doivent appeler etc. Et pour ce que tu dis par rapport à Papin, oui, gros nom, mais à un moment donné, ce qui prime, c'est ce que tu fais. Oui. Et tu peux être qui tu veux. On l'a vu avec d'autres coachs. Bon, je ne vais pas citer des noms parce que c'est un peu du bashing, mais peu importe. Moi, je vais y aller. Voilà. Moi, j'ai eu Alan Shearer comme coach. Joueur extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Joueur extraordinaire. Quand il est arrivé comme coach, nous, on était impressionnés, mais ça dure 3 jours. Après, on attend que tu parles football avec nous et en fait ça a fait l'effet d'un pétard mouillé et du coup Papin je veux pas l'incriminer mais attention le parcours de coach de Jean-Pierre Papin ne parle pas forcément pour lui. Il a déjà eu l'occasion de dire voilà je suis un coach, je peux être à ce niveau. Après est-ce qu'il a été nommé pour les bonnes raisons? Parce que moi j'étais surpris quand en tout cas ce n'est que mon point de vue, moi j'ai été surpris quand j'ai vu qu'il avait repris la réserve. Ouais, alors qu'avant il n'était pas à Chartres il me semble. Avant il était à Chartres, et à Chartres ça n'a pas du tout marché. Il était à Nantes si je ne me trompe pas, il était coach à Nantes. Mais ce n'est pas du bashing, attention. Il était à Chartres et ça n'a pas du tout marché. Et après, il est parti en N3 à comme coach ou adjoint. Il n'est pas arrivé en N3 à Marseille, il est arrivé en ambassadeur du club. Voilà, ambassadeur, et puis après, il est exactement ça. Consultant de président, il a déjà occupé toutes les places, mais il n'arrive pas à trouver sa place. C'est ça, Papin, il n'arrive pas à trouver sa place. Non, mais après, il y a plein de choses. Là, comme disait Wesley, pour moi, il y a plein de sujets là-dessus. Le premier, on parle du statut. Jean-Pierre Papin, Wesley le disait, tout Jean-Pierre Papin qu'il est, et pour moi, c'est le fonctionnement qu'on doit avoir dans un club. C'est bien d'avoir des anciens dans les clubs, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Aujourd'hui, pour l'image d'un club, effectivement, je considère qu'à compétence égale, vaut mieux prendre un ancien joueur du club. Parce que pour l'image du club, c'est top. Mais par contre, si l'ancien du club est moins bon que quelqu'un d'autre qui n'est pas passé par le club, bah pour moi, il faut aller vers la compétence. La priorité, ça doit être d'abord la compétence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est sur la direction sportive. Aujourd'hui, les groupes Pro 2, par définition, sont gérés par l'équipe première, donc l'entité principale du club. Ce qui est important, c'est quand on délègue, de déléguer des gens qui vont dans le sens du projet qu'on est en train de mettre en place. Pour l'équipe première. Pour le club. Pour le club. Donc si Jean-Pierre Papin, à un moment donné, a été mis en place au niveau du groupe N3, théoriquement, c'est qu'on lui a exposé les besoins du groupe N3, le projet du groupe N3, et qu'il est censé rentrer là-dedans. S'il ne rentre pas dedans, ça veut dire que c'était pas le bon choix pour ce poste-là. Donc il y a une problématique. Donc moi, la problématique que je vois, c'est qu'il y a une distension entre les objectifs des uns et des autres. Et ce qui doit trancher dans ces cas-là, c'est la direction. On est d'accord. Jean-Pierre Papin, il a récupéré l'équipe de l'OM l'année dernière qui était en difficulté, l'équipe réserve en N3. Il a fait du très bon boulot. Et là, il fait encore de l'excellent boulot. Je parle d'un point de vue strictement résultat. Attention. En termes de résultats, puisque l'équipe est en tête, je crois, au deuxième de son championnat en N3, première, je crois. Donc, au niveau des résultats, tout est très bien. Maintenant, Wesley le disait aussi tout à l'heure, quels sont les objectifs? Si au niveau des objectifs pour la direction, l'équipe réserve, c'est de développer les jeunes avant les résultats, bah forcément, l'entraîneur de la réserve, il est censé développer les jeunes avant de penser aux résultats. Donc, en fait, pour moi, la vraie problématique là-dedans, elle est juste sur le projet club. Ce que tu as envie de faire, c'est la direction qui dicte ce qu'on doit faire au club. Et après, les salariés, par définition, doivent suivre ce process-là. Si ce n'est pas le cas, bah, effectivement, il y a une problématique. Et après, dernière petite chose, et je laisse la parole après, il y a aussi un problème de personne, parce qu'il y a le fond et la forme. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait Papin par rapport au projet du club, c'est une chose. Après, il y a la manière de faire. Et là, il faut faire aussi attention pour pas que les choses aillent trop loin. Parce que là, on entend quand même certaines choses.
qui font penser qu'on n'est plus sur des désaccords sportifs, mais on va sur de l'humain et des choses qui vont encore bien plus loin que ça. Et là, par contre, là, je trouve que ça devient dangereux. Parce qu'il y a une plainte qui va être déposée par Jean-Pierre Papin. Il a déposé. Il n'y a pas longtemps, on parlait que finalement, le centre de formation, voilà, cet concept de formation de l'OM, elle était structurée depuis longtemps. Et là, pouf, ça pète cette bombe autour du papa. Après, les résultats sont bons sur les dernières années par rapport à ce qui a été fait à l'OM sur les 17, sur les 19, sur l'équipe réserve, sur la Gambardella. C'est plus performant qu'il y a quelques années. Et avec des effectifs pas forcément exceptionnels. Les éducateurs, ils ont fait du gros taf sur les dernières années. En effet, c'est pour ça qu'on a débuté l'année en disant, voilà, finalement, le centre de formation de l'OM pris la bonne voie et tout ça. Et là, en fait, c'était en réponse au départ de comment il s'appelle, Camara. Quand Camara il est parti à Aston Villa, en gros, je me rappelle que Longoria disait beaucoup que voilà, il y avait cette histoire-là, il y avait aussi Wesley Fofana, qui est Marseillais, qui est sorti. Lui, c'est à Saint-Etienne qui est sorti. Voilà, qui disait en gros comment ça se fait que avec le bassin qu'il y a à Marseille, en gros, on veut pas revivre d'autres Wesley Fofana. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que lui, il a ramené aussi quelqu'un, un directeur du centre et tout. Ils sont allés chercher des bons coachs, donc dont Michael Le Baïf. Et il y avait un projet qui était en place, mais à l'intérieur, c'était encore très fragile. Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais à l'intérieur, c'est pas facile. C'est pas facile pour les éducateurs. Et l'OM qui rencontre à l'extérieur Nantes, c'est dimanche. Dimanche soir, c'est le match de la soirée. Ouais. Vous pensez quoi? Ils ont pu mettre le PSG à 21h. Non, je rigole. Non, mais après, Nantes, c'est... Match difficile? Bah ouais, c'est quand même un bel adversaire, Nantes. Avec Camboiré, bon, je crois qu'ils sont pas de bonne dynamique, il me semble. Non, ils sont pas très bien. Mais ils sont pas très bien. Moi, j'étais à la Beaujoire. Franchement, c'est un beau public, belle ambiance. Marseille a comme galère, non? Nantes qui est 12e. 12e, les dernières 5 matchs, il n'y a pas de victoire. 3 matchs nuls et 2 défaites. Ouais, en fait, Nantes, c'est le procès. Donc, je pense que l'OM va gagner ce match. Moi, je pense que Marseille va gagner. Mais en fait, Nantes, malheureusement, c'est à l'extérieur. Depuis plusieurs années, avec le projet Kita, ça marche pas. Les joueurs, ils sont souvent en embrouille avec le coach. Le coach qui va partir, ça va changer. Camboire qui était parti, Camboire qui est revenu. Puis au niveau du projet, je sais pas où Nantes, quel projet ils comptent mettre en place actuellement. Je sais pas ce qui est leur joueur phare à part Moustapha Mohamed et Ablin. Mais ça change beaucoup. Donc Nantes, je pense que Nantes va perdre dimanche. Après Marseille, forcément, il faut une révolte. Ils viennent de près de 3-0 à domicile au Vélodrome. Là, ils auront, je pense, à cœur de gagner ce match à la Beaujoire. Donc, ouais, moi, je vois une victoire de Marseille dimanche. Après, il y a Marseille. Ils ont 17 points actuellement. T'as Lens, Lille qui poussent derrière quand même. Donc, ils doivent impérativement gagner pour rester au contact de Monaco. Ouais. Et parce que ça va très vite, hein. Lens et Lille, ils sont juste derrière. Donc, un match comme Nantes, tu dois impérativement prendre les 3 points. Tout le monde aura joué. Hein. Nantes qui a perdu son dernier match contre Strasbourg, 3-1. Pas de carton rouge. Ouais. Non, mais on parlait de positionnement tout à l'heure de l'OM par rapport à la Ligue 1. Après la défaite contre le PSG, ça va être un bon test pour voir aussi à quel rythme avance l'OM. Ils vont avoir l'occasion de se reprendre. Ouais. Lens est pas loin derrière, mais Lens se déplace au parc, donc ça va pas être un match évident pour les Lensois. Voilà, l'OM est dans son championnat. Ils ont l'opportunité de reprendre leur marche en avant. Ils ont des résultats depuis le début de saison à l'extérieur. En plus, ils sont performants à l'extérieur. Bon, voilà, c'est l'occasion de montrer que le match de Paris, c'est un match différent. Ils ne sont pas aujourd'hui au niveau du Paris Saint-Germain, mais en Ligue 1, ça reste forcément une équipe qui va jouer le haut du tableau. Donc, c'est l'occasion de le montrer avec ce déplacement. On a Marseille, Lille, 17 points. Lens, 14. Reims, 14. Et Lyon, 14. Donc là, qui gagne? Si Marseille perd, pour être rattrapé par plein de clubs. On passe au match de Paris Saint-Germain? Allez, le meilleur club. Allez, samedi à 17h. À 17h, ça casse la journée, quoi. Hein? Non, après le goûter. À 17h, ça casse la journée. Tu arrives en retard pour le dîner, il te part tôt au midi. Non, quand tu habites loin, c'est bien. Parce que quand tu habites loin, tu vois, tu as ta soirée. Quand tu habites loin et tu habites à Paris. Tu n'as pas besoin de match à la maison. Prendre le transport et de galérer avec des travaux. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles dans la formation, des joueurs qui reviennent. Non, demain, conférence de presse à 11h. Moi, j'y serai pour la conférence du coach. Non,
là, quand tu fais le bilan de la semaine de PSG, non, il n'y a pas forcément de nouveautés. Donc, tout se passe bien. Probablement, c'est le même effectif. Ouais, tout se passe bien. Les seuls absents, c'est Gonzalo Ramos, Kipembe qui est en phase avec en phase de reprise avec le groupe, et Lucas Hernandez aussi qui est en phase, et Gonzalo Ramos qui est absent et qui devrait revenir a priori fin novembre. Sinon, tout le groupe est là. Tout le groupe est là, il n'y a pas de blessés. Tout le monde à disposition, pas de blessés. Tout le monde à disposition. Donc non, je pense que ça va être un beau match. Lens nous pose souvent des problèmes au parc. L'année dernière, on avait gagné 3-1, mais ils avaient quand même fait une bonne première mi-temps. Là, Lens, ils viennent de perdre contre Lille 2-0, aussi dans le derby. Donc je pense qu'ils auront à cœur de réagir. J'ai vu qu'ils avaient quand même 8 absents. Donc ils ont quand même pas mal d'absents. Ah oui. Et donc à voir Lens. Non, je pense pas. Ils vont jouer à 3 derrière, comme d'habitude, à mon avis. Ils vont jouer avec 6 derrière. Avec Gradit. Donc, faut attaquer, ils vont être 6 derrière. Comment Ils vont être 6 derrière. Ouais, après, c'est possible, oui. Mais parce que je pense que Paris va. Minimum. Paris va avoir la balle. Je pense que Paris aura la position de balle. Après, à voir comment eux ils vont gérer. Match nul, c'est victoire pour tous les clubs, mais surtout pour Lens qui a 14 points, on vient de dire. Et qui est le Paris Saint-Germain, qui s'il gagne, je pense que ça va gagner, va faire le service pour l'OM, va aider tout le monde, surtout l'OM. Après, attention aussi à ces matchs-là, qui ne sont pas forcément les plus évidents. C'est un match qui est positionné entre l'Olympique de Marseille et un match de Ligue des Champions. Donc voilà, on parlait tout à l'heure d'aspect mental dans l'approche des matchs du Paris Saint-Germain par rapport à ses autres adversaires de Ligue 1. Là, tu es à domicile face à une équipe qui vient de perdre son derby face à Lille. On vient de le dire, tu as joué l'OM où tu as gagné 3-0 juste avant. Parce que le Paris Saint-Germain a laissé quelques joueurs non, pas forcément, mais même au niveau de l'état d'esprit, c'est pas forcément la même entame. Donc ça peut parfois être un petit peu dangereux. Donc il faut faire attention quand même. Généralement, c'est un peu. Tu vois, généralement, l'année dernière, on faisait un bilan des matchs du PSG. Et les matchs de samedi à 5h sont souvent bourbiers pour le PSG. Souvent, le match avant la LDC, c'est le match le plus compliqué pour Paris. Ils ont vraiment du mal à jouer. Si t'es un club comme Lens, mieux vaut jouer Paris Saint-Germain juste avant ou juste après un match d'LDC. Ou soit la tête elle est sur le match d'LDC, ou alors elle est encore sur le match qui vient d'être joué. Je pense en tout cas que c'est le meilleur moment pour les jouer. Si tu les joues où ils ont eu toute une semaine de repos, etc., ils vont t'exploser. Mais là, déjà, peut-être qu'il y aura un petit turnover. Je pense que le meilleur match, c'est au match décisif. Le match souvent pour le Paris Saint-Germain, c'est pas le cas. Mercredi, tu as comme l'Atlético et il faut gagner. Mais c'est pour ça que c'est pas hyper déterminant. Si, je te jure. Parce que l'Atlético, en fait, ils ont laissé des points, là, le PSG en Ligue des Champions. Parce que là, si tu perds contre l'Atlético, c'est-à-dire que tu restes avec 5 points. Et après, tu vas jouer Munich, City. C'est pour ça que je pense que pour Lens, c'est pas un mauvais moment pour jouer Paris Saint-Germain. Au vu de l'échéance qui arrive avec l'Atlético. Tu es d'accord, Mika? Ouais, je pense aussi. On en parlait la semaine dernière, si tu te souviens, Beto, quand on parlait du derby justement du Nord et sur le discours d'Olivier Létang qui nous laissait gentiment entendre que c'était problématique d'aller jouer à Lens après avoir joué en Ligue des Champions cette semaine. Et on en avait parlé en disant que c'était un discours, c'était une com club, mais que dans les faits, on savait très bien que Lille allait être très motivé de jouer ce derby-là contre Lens. Et la preuve, ils sont allés gagner. Donc, c'est toujours particulier. Et là, justement, on va être aussi dans ce cas-là où Paris va peut-être être au niveau mental un peu moins concerné par rapport à Lens. Et à l'inverse, Lens qui vient de perdre le derby va se déplacer au parc avec forcément beaucoup d'ambition, en tout cas en termes d'état d'esprit. Et ça peut être un match sur lequel Lens peut capitaliser parce qu'ils savent aussi que, qu'on le veuille ou non, Paris aura un tout petit peu la tête à l'Atlético de Madrid qui va être un match important pour eux la semaine prochaine. On passe en Ligue 2. On va parler du Red Star et du PFC. Alors, le Red Star qui a gagné pendant la semaine. Victoire qui a fait du bien. Qui a fait respirer un petit peu. C'est pas sur la boîte de on est qu'au début. Et le PFC qui est match nul avec Amiens. 0-0 à Amiens. Wesley, qu'est-ce que tu penses de sa Ligue 2? Bah écoute, moi en tant que grand supporter du Red Star, exactement. C'est marrant parce que j'étais toi déjà juste avant plusieurs matchs. Oui, j'y vais souvent. Ouais, je vais souvent à Bauer et j'ai mon maillot d'ailleurs du Red Star. En fait, ce qui est cool, c'est que en tant que Francilien, on a deux clubs là en Ligue 2 qui n'ont pas du tout les mêmes perspectives. Et tu as un PFC qui doit monter en Ligue 1. Voilà. Même si là, le président dit qu'il s'était donné 2 ans, etc. Ils doivent monter. Et tu as le Red Star qui, un peu comme à l'instar du Havre, pour moi, ira chercher son maintien sur la fin de saison.
Là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette victoire-là, ils restent dans le coup, parce que c'est très serré. Hein, si tu prends 16, c'est très, très serré. Très serré. Et aujourd'hui, ce que propose le coach du Red Star, moi, je trouve que c'est intéressant. Qui était à Martigues, si je ne me trompe pas. Oui, je trouve que voilà, il essaye de produire du jeu, etc. Après, ce qui est difficile, c'est que tu joues le maintien et en même temps, tu veux produire du jeu. Donc, des fois, ils font quelques erreurs. Mais voilà, le fait de battre Metz à la maison, ça te permet de respirer un peu. Et c'est pas facile pour une équipe qui est montée, donc qui avait un effectif qui a été habitué à gagner. Là, de basculer dans la configuration maintien, c'est pas évident. Et je trouve que pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. Donc, après, quand tu es en bas de classement, tous les matchs sont clairs. Mais celui-là en particulier, c'est contre Martigues. C'est à l'extérieur, contre l'ex-équipe du coach actuel. Donc, ça va prendre du feu là-bas. Hein. Ouais, c'est un gros match. Ça va être... Bon, malheureusement, c'est là-bas. Oui, c'est demain le match, à 20h, vendredi. Et après, hein. Ça va être compliqué. Hein. Je pense que Grégory Poirier le sait. Compliqué. Alors après, le match n'est pas à Martigues, il est à Guignon pour les problèmes de stade que connaît Martigues, qui a fait son début de saison au stade Vélodrome et qui maintenant est expatrié à Guignon. Le match est à Guignon, mais ça va être un match important pour les deux équipes. Deux équipes qui ont survolé ou presque le national la saison dernière et là qui se retrouvent en grosse difficulté en Ligue 2. Les deux équipes en plus quand elles perdent malheureusement pour elles prennent souvent beaucoup de buts, donc ça va être une opposition importante et s'il y a une équipe vaincue sur ce match-là, malheureusement jusqu'à la fin au moins d'année civile, ça va être vraiment difficile de sortir du bas de tableau, donc position particulière pour l'ancien coach de Martigues qui a 8 points dernière et le Red Star 16e, donc ils ont 11 points je crois. 11 points. Ouais. Voilà. La différence, oui, vous imaginez, Martigues a 8 points, c'est le dernier. Et Rodez, 13e, a 11 points. Donc, on a victoire. De toute façon, leur championnat. On a victoire de différence. Leur championnat, c'est jusqu'au 11e. Hein, c'est ça le championnat du Red Star et de Martigues. 4 équipes qui descendent. Hein. Ouais. 4 équipes qui descendent. Équipes, ça, c'est chaud. Hein. 4 équipes qui descendent sur 18. 18, ouais. C'est beaucoup. Mais c'est par rapport à la nouvelle formule. Les réformes. C'est la nouvelle formule. Tu parlais du Paris FC. Ah non, t'as 3 équipes qui descendent. 3 Mais il n'y a pas 20 équipes là? C'est pas 4. 18 équipes. Il est à 18. Ouais. C'est 3. 3 équipes, puisque en national, les 2 premiers montent et il y a un barrage pour le 3e face au 16e de Ligue 2. Ouais. Ah, 3 équipes qui descendent. Enfin, 2 équipes qui descendent plus le 16e. Ah, je m'excuse, je pensais que c'était 4. C'était l'année dernière, ça, quand il a fallu passer à 18. Et maintenant qu'on est à 18 en Ligue 2, on a 2 équipes qui descendent automatiquement. Et plus le 16e qui fait le barrage contre le 3e de National. Ah, ok. Mais après, tu parlais du Paris FC. Nous, en tant que Franciliens, moi, ça fait des années qu'on rêve d'avoir un deuxième club parisien en Ligue 1. Alors, ce qui est complexe, c'est que là, on est fin octobre. Le Paris FC nous a habitués à échouer aux playoffs sur les dernières années. D'accord ? Ouais. Par contre, cette année, forcément, tu as envie d'y croire un peu plus que les autres années par rapport au fait que le club est repris par la famille Arnaud, etc. J'espère vraiment que le Paris FC montera en Ligue 1 et j'espère que ce qui se passe va donner envie à d'autres investisseurs, etc., de faire monter d'autres clubs franciliens. Parce qu'on n'arrête pas de dire oui, deuxième vivier ou premier vivier mondial, mais dans les faits, tu as juste le Paris Saint-Germain. Et quand tu prends l'avion 1 heure vers le haut, tu as je ne sais pas combien de clubs pro en élite de Londres. Quand tu descends en Espagne, tu as Madrid, il y a 2-3 clubs. Enfin, on a envie d'avoir ça en France aussi. Ça manque ça pour Paris. Voilà. Ah oui. Pour la ville. T'imagines les jours de Paris PFC ? Ça va être sympa. Ça va être beau. Tu vois, PSG, PFC, c'est... Et puis PFC, tu sens que c'est marrant parce qu'ils sont en train d'essayer de créer une fanbase. C'est assez drôle à voir la stratégie qui met en place. C'est gratuit tous les matchs. Et les dernières images, parce que j'ai pas eu l'occasion de voir, j'espère, c'était rempli. Ouais. Mais je pense parce que le stade, il en a bonne capacité, il avait beaucoup je crois qu'ils ont fait 14 ou 15 000 personnes sur le dernier match. C'est cool. 15 000, en Ligue 2. 15 000, ouais. En Ligue 2, c'est beaucoup. Qui aime bien la Charletti. Ah, c'est non, c'est non, mais personne. Même les joueurs, ils marquent, ils mettent 10 ans à venir au public. Grave. La distance entre la pelouse et la tribune sont. Et le club en est conscient. C'est aussi pour ça qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de jouer à Jean-Bouin la saison prochaine, pardon. Mais
C'est un club moi je trouve qu'il travaille très bien depuis de nombreuses années, à la fois sur les jeunes, ça a été longtemps le cas, et maintenant sur l'équipe première. On en a déjà parlé en podcast Beto il y a quelques semaines. Ouais. C'est un super projet. C'est une équipe on a beaucoup parlé de l'arrivée de la famille Arnaud, mais quand on regarde l'effectif qui démarre la saison, même sans ça, pour moi, c'est un effectif qui est programmé pour monter. Crasso, Kebal. Ils ont une superbe équipe. L'avantage, c'est que là, théoriquement, s'ils ont besoin sur le mercato de janvier, ils vont peut-être pouvoir mettre encore 1 ou 2 touches supplémentaires pour aller chercher ce qui leur manque. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce championnat de Ligue 2, pour moi, c'est une équipe qui est au-dessus du reste des équipes. Il y a Lorient qui est pas très loin derrière, mais en termes de contenu, même ce qu'il propose, il y a un bon mélange entre jeunesse et expérience. Maxime Lopez fait un bien énorme en termes de maîtrise collective. Grâce il est efficace. Un sacré début de saison. Donc là, on a une équipe qui est complète avec un entraîneur qui fait très bien jouer son équipe en plus, qui a été prolongé il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi une forme de Lopez, il est hyper content d'être là. Stéphane Gilly, il est content de son choix, il est là. Il est avec son frère. Il est avec son frère, et puis un jour, si je ne comprends pas, c'est Ilan Kebal. On en avait parlé, rappelle-toi, il y a 2 semaines. Mais Ilan Kebal, il fait aussi un gros début de saison. On n'en parle pas assez. C'est pas un gros début de saison. Et depuis qu'il est au PFC, il est vraiment bon. C'est un joueur qui aurait mérité déjà la Ligue 1. Et je pense sincèrement que s'il n'y a pas les perspectives du projet du Paris FC, je pense que c'est pour ça qu'il reste et qu'il prolonge. C'est un garçon qui était sollicité l'été dernier pour aller en Ligue 1. Il a le niveau Ligue 1. Et là, il pouvait retourner en Ligue 1, mais je pense qu'il croit lui aussi en ce projet qui peut être immense. Après, tu le sens même sur les actions offensives. Quand il démarre le PFC, tu sens que c'est... Ça va vite. Ça va vite pour la Ligue 2. Ça va vite. Ça passe par lui tous les ballons. Ça passe par lui tous les ballons. Ouais, espérons vraiment que... Espérons que ça monte en Ligue 1. Après, ça va être intéressant de voir en termes d'infrastructure. C'est vrai qu'il parle beaucoup de jambon en ce moment. Et le président a tenu à préciser que s'il y a monté en Ligue 1, il n'y a pas de gratuité. C'est impossible. Non, mais c'est important de... Tu peux pas. Tu peux pas. Même lui, même par rapport aux sponsors. Non, tu peux pas. Non, mais tu es à 5 € contre fait Versailles. Non, après, ce qu'il disait, par contre... La Liga, c'est un coût. Mais bien sûr, c'est un coût entre les joueurs, payer les salariés. Kevin, la billetterie. C'est pas aussi important. Mais la billetterie, elle a été l'ouverture du stade. Mais tu rigoles quoi? Au PSG, la billetterie, c'est hyper important. Mais c'est le PSG. Mais au Paris, ça va être pareil. La billetterie, normalement, elle a payé les dépenses d'ouverture du stade. C'est hyper important, la billetterie. Pense comme un businessman. Pense comme un chef d'entreprise. Toi qui vas aller chercher des partenaires. Demain, tu es en Ligue 1, tu vas aller chercher d'autres partenaires. Tu peux pas ramener XY partenaires et leur dire qu'ils vont financer le billet des gens. Alors, ce qu'il disait et ce que j'ai aimé, c'est qu'il va essayer de rester à des prix attractifs. Parce qu'il y a une réalité financière aujourd'hui. Le passionné de football n'a peut-être pas les moyens de payer je ne sais combien. Mais par contre, la gratuité, même en termes d'image vis-à-vis des partenaires que tu veux ramener, si tu montes en Ligue 1, c'est pas un bon match. Après, ce n'est que mon avis, mais... Puis même, c'est pas possible. Il faut de la recette, il faut des recettes. Cette question de marketing, il faut des recettes bien analyser. Je pense que le PFC va bien faire les choses. Il n'y a pas de débat. Il n'y aura aucune gratuité. Il y aura zéro gratuité. Après, là où je pense qu'il y a un levier qui est... Non, il faut pas de gratuité. Et encore numéro limité. Non, mais puis c'est normal. Mais là où ça peut être intéressant, je pense, et moi je suis persuadé que c'est là-dedans qu'ils vont s'engouffrer, ça a déjà été dit, comme on le disait, sur le côté attractivité de garder un tarif populaire. Donc ça, je pense que ça va être important. Et je suis persuadé que l'idée d'arriver en Ligue 1, donc du coup de devenir le concurrent parisien du PSG, d'essayer d'être un petit peu à l'opposé du fonctionnement du PSG avec justement un public très très populaire avec des tarifs très bas élevés, je pense que ça va être une politique du club et je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça parce que justement on parlait tout à l'heure de création de fanbase, c'est la possibilité d'attirer un nouveau public pour eux et de les fidéliser parce que les tarifs seront attractifs et si en plus il y a une équipe qui est compétitive, ils auront la possibilité de se démarquer en termes de com en disant voilà, on a des tarifs qui nous sont attractifs contrairement à d'autres, même s'ils ne le diront pas certainement directement parce qu'il n'y a aucun intérêt à se mettre en conflit avec le Paris Saint-Germain, sachant que monsieur Arnaud est en plus un fervent supporter, mais je suis persuadé que dans la stratégie, ça peut être une possibilité de se faufiler dans cet espace-là pour attirer un public qui n'a pas les moyens d'aller voir les matchs du PSG, tout simplement. Et les gens se plaignent justement des tarifs du Parc des Princes. Niveau timing, ça tombe très bien. Les parfums, ils sont toujours chers. Je ne sais pas si c'est son public. Les parfums, c'est toujours cher. Je ne sais pas si c'est son public, mais bon. Après, on ne peut pas tout faire. On gardera le côté populaire pour le foot. Souvent au Brésil, les matchs importants, soit pour monter, pour descendre, souvent à un prix très réduit, voire gratos.
Et ça remplit, c'est magnifique. Mais là, en France. Mais c'est des matchs spécifiques, on est en France, bien sûr. Ouais, et puis les matchs spécifiques en France, ils seront, si le Paris FC est en Ligue 1 l'année prochaine, les matchs spécifiques ils seront pleins, même avec un bien sûr, payant. Bien tu vas recevoir le PSG, quand tu vas recevoir l'OM, même quand tu vas recevoir Lyon et Monaco. Voilà, pour un club qui est en Ligue 2 depuis des années, qui était en National il y a quand même pas si longtemps que ça, ce sera forcément une plus-value impressionnante et les gens iront au stade. Là, on voit déjà ce qu'ils arrivent à faire en Ligue 2, les gens viendront. Et puis ce que les gens négligent, c'est qu'en Ile-de-France, tu n'as pas que des supporters de Paris. Tu as des supporters de Lyon, tu as des supporters de Marseille, tu as des supporters de Bordeaux, enfin je dis Bordeaux, mais Saint-Etienne, moi je sais que dans ma famille, les plus anciens, ils sont piqués Saint-Etienne. Donc demain, quand le PFC va recevoir ces différents clubs, tu auras et les supporters du PFC, mais surtout les supporters des autres équipes qui vont pouvoir venir à prix attractif. Exactement. On parle du national, on parle d'une personne qui est pas proche à moi, mais voilà. Chris Châteauroux. J'ai vu. Vous pensez que ça peut changer quelque chose? En fait, moi, tu étais proche à Chris quand il était à Versailles? J'ai pas travaillé avec Chris. Moi, quand il est arrivé, moi j'étais encore salarié du club, mais je bossais moins, donc j'ai pas travaillé en direct avec lui. Mais on s'est croisés plusieurs fois, on a échangé aussi plusieurs fois. Tu connais le profil du coach qu'il y a? Ouais, bah après j'ai vu ce qu'il avait fait, à Gaulle en National 2, j'ai vu ce qu'il a fait au Mans, j'ai vu ce qu'il a fait aussi par ricochet à Versailles. Aujourd'hui, la situation de Châteauroux, elle est délicate, c'est une certitude. Je pense que le problème va être va être aussi mental, puisque je suis persuadé que l'effectif a les qualités suffisantes pour se maintenir en national. Mais il y a un effectif qui est en déficit. Je pense qu'à niveau d'effectif, la qualité, elle est là. Oui, sportivement. Il reprend la confiance. Voilà, je pense que c'est une équipe qui est malade aujourd'hui, qui doit se remettre dans le droit chemin. Chris va être important là-dessus. A priori, de ce que je sais, il arrive tout seul, donc ça va quand même être délicat pour lui parce qu'il va falloir s'adapter à l'environnement du club qu'il ne connaît pas, un effectif qu'il ne connaît pas, un staff qu'il ne connaît pas. Donc il va falloir prendre vite des repères. Ils ont 2 matchs importantissimes. Là, ils enchaînent Paris 13 et je crois que c'est Villefranche dans la foulée. Paris 13, Atlético. Donc ils ont 2 matchs importants dans les 2 prochaines journées. Paris qu'il va falloir essayer classement de gagner comme eux. Pour se maintenir. Après, Chris, humainement, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un plein de valeurs, très simple. Après, c'est ce que je disais aussi, malheureusement pour lui, pour l'instant en national, les faits montrent qu'au Mans et à Versailles, ça a été un petit peu délicat. C'est à lui de montrer que le dicton jamais 203 ne va pas se vérifier pour lui. Parce que moi j'ai une question, pourquoi en fait, c'est un entraîneur qui fait que des clubs, on va dire, pas de seconde zone, peut-être pas pour dénigrer, mais tu vois, je l'aurais peut-être vu en Ligue 1, en Ligue 2, et là, commencer avec Châteauroux. Je pense qu'il a décidé de commencer par le bas. Et en fait, il préfère commencer plutôt par le bas, puis après ensuite remonter. Il y a plusieurs lectures. Non, mais attention, on parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Papin. Non, mais c'est une question. Oui, mais la question, pourquoi tu l'imagines. La vraie question, c'est pourquoi tu l'imagines en Ligue 1. Est-ce qu'elle est pressée? Parce qu'il a une vraie carrière. Est-ce qu'elle est pressée? Quand tu regardes sa carrière, généralement footballistique, tu constates de joueurs quand même qu'il a c'est pas mal. Carrière de joueur. Ma question, je te l'ai posée parce que je connaissais ta réponse. Et c'est pas la réponse qui est la bonne, en fait. Parce que tu peux pas te baser sur ce qu'un joueur a fait dans sa carrière de joueur pour dire qu'il va être un bon entraîneur. Mais en sachant quand on regarde justement le bilan et les clubs qu'il a fait, je trouve joueur. Non, je te parle en entraîneur là actuellement. En tant qu'entraîneur, je trouve que peut-être qu'il aurait mérité mieux, c'est ça que je veux dire en fait. Mais sur quoi tu te bases pour dire qu'il aurait mérité mieux? Pas par rapport à sa carrière de joueur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais sauf que moi, là, je le vois à Châteauroux, je pense qu'il peut réussir. Mais je l'aurais vu dans un club peut-être un peu plus prestigieux, tu vois. Oui, mais tu peux pas réfléchir en te disant je le vois dans un club plus prestigieux par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière de joueur. Tu peux pas réfléchir comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Papin, c'est qu'il y ait de la compétence. Je suis pas en train de dire que, attention, que Chris n'est pas compétent. Mais tu peux pas te dire parce qu'il a eu telle carrière de joueur, il doit avoir sa place en Ligue 1 ou en Ligue 2. On parlait tout à l'heure du Red Star, on en a parlé hier lors du podcast. Habib Beye, avec la carrière qu'il a, il a commencé par le bas. Zidane a commencé avec la réserve au Real Madrid. Il faut, à un moment donné, que ce qui compte, c'est ce que tu es capable de proposer en tant que technicien. Aujourd'hui, le parcours de Chris, en tant que technicien, c'est les jeunes à Lyon, c'est Gaulle, Le Mans, Versailles, Châteauroux. Bon, il y a bien des raisons. L'objectif, lui-même l'a dit, l'objectif quand il était à Gaulle, c'était de monter en national. Il n'est pas monté. L'objectif quand il est arrivé au Mans, c'était de monter en Ligue 2. Il n'a pas réussi, il a été licencié. L'objectif quand il arrive à Versailles, puisque l'équipe est
4e ou 5e, Et je ils crois, prennent quand il l'équipe, arrive, c'est de dans monter le en Ligue podium, 2. je pense. Il termine 5e, l'équipe ne monte pas. Et il n'est pas prolongé. Il arrive en fin de contrat, il n'est pas prolongé. Donc à un moment donné, la seule légitimité que tu dois avoir en tant que technicien, c'est ce que tu montres en tant que technicien, les résultats que tu as en tant que coach. Et aujourd'hui, je pense que les clubs estiment qu'il n'est pas encore prêt pour ce niveau-là. Après, peut-être qu'il y arrivera. Mais pour l'instant, je pense que les clubs estiment qu'il n'est pas encore prêt pour entraîner à ce niveau-là. Et à Châteauroux, là où il va devoir faire attention, ça fait plusieurs années que Châteauroux tire sur la corde avec tous les problèmes financiers. On a vu, hein, ils ont fermé le centre, etc. Donc, comme tu le disais, l'aspect mental, je pense qu'il va être ultra important parce que tu arrives dans un club où, je ne vais pas dire les dés sont jetés, mais tout le monde sait que c'est compliqué. Et tu arrives dans ce club, pas forcément en position de force parce que tes dernières expériences ne parle pas forcément pour toi. Donc, quel message est envoyé? C'est la tentative. C'est ça. Elle arrive comme on a tentative de sauver. Comment c'est reçu par les joueurs? Parce que dès que le non-seur, les joueurs ils se parlent, ou les mecs ils appellent, attends, moi je connais un tel, il était au Mans, je vais appeler. Donc, quel message est envoyé aux joueurs? Dans quel contexte tu arrives? Et en fait, limite, c'est un très gros challenge pour lui. Limite plus gros qu'on ne le pense. C'est un très gros challenge. Les deux premiers matchs qu'il va faire, ça va être le plus important. Ah oui. En fait, c'est là où tu vas voir si les joueurs vont suivre ou pas. Et ça peut être un gros game changer. S'il réussit à Châteauroux, peut-être que ça va déclencher comment dirais-je, un nouvel élan dans sa carrière de coach. Mais je ne pense pas, même s'il fait un excellent boulot, je ne pense pas qu'il va basculer en Ligue 2 l'an prochain. Non, il va rester en national, peut-être qu'avec un club un peu plus intéressant, mais il ne va pas basculer comme ça. Ça sera délicat, mais de toute façon, parce que, comme tu as dit, il y a des gens au CV que ce n'est pas des, des gros résultats. Ça reste un jeune coach. Quelqu'un qui est coach depuis pas très longtemps, il a l'opportunité de montrer qu'il est capable de réaliser des bonnes choses. Après, il faut aussi se poser la question dans le sens inverse. Lui arrive dans ce contexte-là, mais à l'inverse, il faut aussi se poser la question au niveau de la direction de Châteauroux. Je ne vais pas trahir de secret ici, mais en attendant, je peux au moins dire que le club a contacté d'autres entraîneurs et aujourd'hui il fallait aussi trouver un entraîneur qui soit capable de venir dans ce contexte-là. Exactement. C'est pour ça que c'est un challenge pour lui aussi. Bien sûr. Donc voilà, il y a des entraîneurs, là encore une fois je ne vais pas trahir de secret, mais il y a des entraîneurs qui ont refusé le poste parce que la situation est délicate. Donc aujourd'hui il fallait aussi trouver quelqu'un qui accepte ce challenge-là et tout le monde n'était pas prêt à le faire parce qu'il y a des entraîneurs qui auraient pu se dire j'ai plus à perdre qu'à gagner. Exactement. J'arrive dans une situation qui est délicate. Si je ne sauve pas ce club, c'est peut-être moi qui derrière n'arrivera pas à retrouver un club derrière. Donc là, il y a un challenge pour les joueurs, mais aussi pour le coach. Il faut avoir les boosts. Et c'est pour ça que je pense que Chris en fait cherche à se relancer aussi. Bien sûr. Quand on est de toute façon sans poste, à un moment donné, il faut aussi savoir saisir les opportunités. On le disait tout à l'heure, il sort de 2 expériences en national qui sont pas bonnes. Il a l'opportunité d'en avoir une 3e. C'est difficile à refuser, mais maintenant il faut qu'il soit bon. Et je le souhaite parce que Châteauroux, c'est un club où il y a tout pour faire de très belles choses. C'est une victoire du foot espagnol. Il a dit Rodri. Oh là là, là ça va être la guerre. Là. Attention, là ça va être la guerre. Attention. Vous pensez qu'il a raison? Le foot espagnol aujourd'hui passe un bon moment. Oui. C'est la référence aujourd'hui en Europe. Quand tu vois les résultats. Il a raison. Si on parle d'Europe, on parle du reste du monde. Il a déjà raison parce que c'est le premier. Déjà, il gagne le Ballon d'Or. Et il gagne l'Euro. On a l'équipe de Real Madrid qui gagne l'équipe masculine de la saison. L'Euro. Oui. L'Espagne qui gagne l'Euro. Pardon. Le coach, c'est Ancelotti. L'autre trophée Copa, c'est l'ami. Lamal. Et même chez les femmes. Et Balmati, je crois. Chez les femmes, c'est le Barça. C'est ça, Barça. Les femmes, elles ont fait encore mieux, puisqu'aux 3 premières places, il y a 3 joueuses du Barça. Le club féminin de la saison, c'est le Barça. C'est donc, équipe masculin, féminin, Barça, Real Madrid, voilà. Par contre, vous pensez vraiment que ils ont tout raflé. Ils ont tout gagné. Vous pensez que c'est le moment du foot espagnol? Moi franchement, ils sont sur une bonne dynamique actuellement. L'Italie ne décolle pas. Les Allemands, l'Italie. Non, après, comme pays, ça ne décolle pas. Dans l'Italie, pour moi, il y a un gros creux générationnel en Italie. Je pense qu'il y a eu une organisation les dernières années parce que c'était pire. Mais ça va prendre du temps. Après, là, la Sega, c'est pas si dégueulasse. C'est pas. En fait, c'était pire. En fait, il n'y a pas longtemps, c'était pire. En fait, je trouve qu'en fait, la série, malheureusement, qui est dommage pour nous, c'est qu'on ne peut pas la voir. Si, maintenant, sur l'équipe 21. Oui, depuis avant-hier. Mais quand tu regardes, par exemple, je sais qu'il y a eu Milan AC Inter, malheureusement, on n'a pas pu le voir. On a eu Inter Juve 4-4 qu'on n'a pas pu voir. Donc malheureusement, en fait, tu vois la Serie A, en France,
je trouve qu'il y a un peu un désamour, on va dire, à travers la Serie A. Faut pas transmettre tous les championnats. Là, il n'y a que comme il a dit Mickaël, l'équipe qui a repris les droits. Mais on a loupé quand même 8 matchs, quoi. Tu vois, de Serie A et des gros matchs. Tu vois, donc est-ce qu'il n'y a pas justement un désamour en France de la Serie A? Possible. Bon, je ne sais pas si c'est un vrai désamour, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les résultats sont un tout petit peu moins bons par rapport à quelques années. Bon, ouais, c'est plus attractif. On parle quand même d'un championnat où l'Inter a été en Ligue des Champions très loin il n'y a pas longtemps, Milan pas longtemps, Naples il n'y a pas longtemps. Non, mais je veux dire, donc il faut être attractif pour genre, les médias français, ça je veux dire. Ah oui, bah, on s'y intéresse moins parce qu'on n'a pas les droits. À partir du moment où on n'a pas les droits, on en parle moins chez nous, mais ça reste un championnat important. Après, aujourd'hui, on sait très bien que la puissance financière de la Première Ligue et le côté sportif de la Liga, on est sur 2 championnats qui sont au-dessus de la Serie A par rapport à ce qu'on voit nous maintenant en France. Ça n'en reste pas quand même un championnat très très relevé, la Serie A par rapport à la Liga. Après Beto, par rapport à Rodri, moi il y a quelque chose qui m'a mis en colère. Moi je ne conteste pas le fait qu'il ait pris le Ballon d'Or, parce qu'il y a des faits qui parlent pour lui, donc c'est pas forcément un scandale. Par contre, moi, ce qui m'a scandalisé, c'est que l'on dise le football a gagné. Je m'explique. Le fait que, parce qu'on disait en gros, Rodri, travailleur de l'ombre, etc., il fait du gros taf et tout, il n'y a pas de problème. Donc, quand on dit le football a gagné, c'est-à-dire que si on le donnait à Vinicius, le football n'avait pas. Et que c'était en prime individuelle, en fait, presque. Alors. Pas d'équipe, pas de collectif. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que là, c'était la course à la déclaration la plus folle, parce qu'encore une fois, on est dans une époque où tout le monde veut faire du buzz. Il n'y a pas de problème. Vinicius, en fait, si tu prends là, je suis pas là pour le défendre, hein, mais je parle du profil, parce que ça peut arriver dans un autre club. Un joueur offensif qui marque, qui fait aussi des passes D, qui est important dans son effectif. On le met dans une cage individualiste. J'ai pas compris comment on a essayé d'opposer deux footballs. C'est quelque chose qui m'a énervé. Tu penses qu'on peut mettre lui dans une case comme un peu comme Neymar à niveau de caractère? Mais qu'est-ce qu'il dégage? Mais Rodri, c'est pas un ange sur un terrain. Qu'est-ce qu'il dégage à niveau des polémiques sur le terrain? Après, regarde, et après je m'arrête. Parce que Neymar, il avait des années qu'il pouvait prendre le Ballon d'Or. Il n'a pas pris parce que c'était toujours un peu un joueur polémique. Beto, t'as joué. Beto, t'as joué au foot. Tu avais Messi, 91 buts. Comment tu peux dire que Neymar, il pouvait prendre le Ballon d'Or? Tu avais un Messi stratosphérique, 91 buts. T'as joué au foot. Le football. J'ai essayé, pas non, mais j'ai essayé. Peu importe le niveau, le football, c'est un sport de caractère. Ouais. Les sports co sont des sports de caractère, et même les sports individuels. Donc, on est d'accord que le Ballon d'Or, il y a 3 critères. Justement, il y a le fair play, etc. Il y a la perf individuelle et il y a les trophées. Et en fait, j'ai pas compris l'opposition qu'on a créée entre lui, il a un mauvais comportement et l'autre, il est exemplaire. C'est pas vrai. Non, je ne conteste pas la victoire de Rodri. Je conteste tout ce qui a été dit derrière. Je n'ai pas compris. On a opposé 2 footballs. On a dit Angers et Démon. Je n'ai pas compris. Vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Non, parce qu'en fait, Vinicius, je pense qu'il est beaucoup plus clivant que Rodri. Et en fait, comme tu l'as dit, Vinicius, en fait, il est clivant parce que voilà, c'est par rapport au racisme, etc. Alors que Rodri, on va dire, c'est plus un joueur qui est un peu plus dans l'ombre, on va dire entre guillemets, même s'il est très très fort collectivement, tu vois. Et je pense qu'on a voulu les opposer par rapport à ça. Mais les gens qui connaissent pas le football qui minimisent le rôle des milieux de terrain. Avant d'avoir parce que commence à bouger là. Avant d'avoir la position de Mika, juste pour rappel, ce sont 100 journalistes. J'ai vu issus des 100 premiers pays au classement FIFA qui ont établi la liste des 10 joueurs à partir le vainqueur. Donc, la rédaction France Football, elle n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste dans l'organisation. Qu'est-ce que tu penses? C'était juste? Alors, juste à partir du moment où il a gagné. C'est comme le rouge du Paris Saint-Germain. On peut accepter? Moi, perso, c'était mon favori. J'étais pour que Rodri ait le Ballon d'Or. Je vais expliquer pourquoi. Pour Rodri? Pour de vrai? J'étais pour que Rodri ait le Ballon d'Or. Et je vais expliquer. Non, c'est pas un scandale. C'est comme le rouge du Paris Saint-Germain. Et je vais expliquer après pourquoi. Mais pour moi, la problématique, elle est ailleurs. Et elle va au-delà de cette histoire de polémique de Ballon d'Or. Pour moi, elle est généralisée à la période en fait, dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est dans une génération, et notamment avec l'arrivée massive des réseaux sociaux, où quand on veut défendre quelqu'un, quand on veut prendre parti pour quelqu'un, au lieu de s'attarder sur les qualités de cette personne,
on est dans une période où on préfère dénigrer la personne qui est en face. Et en fait, là où je rejoins complètement Wesley, c'est que je ne comprends pas pourquoi on veut faire une opposition entre Rodri et Vinicius. Qu'on soit pour Vinicius ou pour Rodri, je ne vois pas où est l'intérêt de faire une opposition entre les deux. Dire que Vinicius n'est pas un joueur collectif, c'est ne pas regarder le football. C'est ne pas regarder le football. Dire que ce joueur-là est égoïste, c'est ne pas regarder le football. Donc, on ne peut pas dire que c'est une question de Rodri le collectif face à Vinicius l'individuel. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, c'est que moi, là où je suis content, c'est qu'effectivement, pour une fois, on a un garçon qui n'est pas un joueur offensif, qui est mis en avant par rapport à ce qu'il fait. Mais moi, ce qui me pose un vrai problème au final dans tout ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Rodri est plus fort que Vinicius ou Vinicius est plus fort que Rodri. Ce sont deux joueurs qui sont dans des rôles complètement différents. Dans ce que Vinicius fait, il est exceptionnel. Et si Vinicius avait eu le Ballon d'Or, j'aurais dit que c'est logique. Ça ne m'aurait pas gêné. Moi, j'étais pour Rodri, mais j'aurais dit il fait un très beau Ballon d'Or. Un très bon et un très beau Ballon d'Or. Maintenant que Rodri l'est, je suis content parce qu'en plus, c'était mon poste, j'étais milieu de terrain, donc j'ai aussi cette affection pour les joueurs de ce profil-là. Rodri, ce qu'il fait, je trouve que c'est exceptionnel, mais ça ne doit pas être au détriment, comme on le disait tout à l'heure, des joueurs qui sont derrière lui au classement. Vinicius, il avait eu le Ballon d'Or, ça ne m'aurait posé aucun souci. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais à un moment donné, il y a des choix qui sont faits, et je pense qu'on peut dire que Rodri mérite d'avoir son Ballon d'Or, sans pour autant dire que Vinicius n'aurait pas fait un bon vainqueur aussi. Et cette histoire d'opposition, mais c'est surtout, on a eu le cas avec Messi et Ronaldo, quand les fervents supporters de Cristiano Ronaldo parlaient de Ronaldo, ils descendaient Messi, alors qu'il n'y avait pas d'intérêt. Les deux étaient des extraterrestres, les deux sont des extraterrestres. À un moment donné, il y a des sensibilités, on a chacun nos sensibilités, et comme tu l'as dit, ce sont des journalistes qui votent, donc on peut tout dire, on peut dire ce qu'on veut sur les votes, ils sont trafiqués, ils sont ci, ils sont ça. À partir du moment où il y a vote, donc il y a subjectivité. C'est pas des faits concrets, c'est un avis. Donc à partir du moment où on décide de faire un vote avec des avis, il faut accepter que le résultat ce soit celui de la majorité, tout simplement. Et après, je pense que c'est juste une question de sensibilité. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à ce qu'a fait Vinicius. Il y a des gens qui m'ont dit Bellingham méritait d'avoir le ballon. Non, pourquoi pas? Chacun son avis. Moi, je suis content que ce soit Rodri, mais encore une fois, je le mets pas du tout en opposition avec Vinicius. Et comme Wesley, là où je m'insurge, c'est quand on va dire que Vinicius est un joueur individuel. C'est vraiment... dans des grandes émissions avec beaucoup d'écoute, et ça m'a vraiment, j'étais en colère parce que en fait, en faisant ça, tu crées de la division. Tu crées de la division. Et donc c'est genre Rodri, c'était voilà, et Vinicius c'est vilain garçon. Depuis quand et après, par rapport à ça, on a eu l'effet inverse. Donc du coup, on a eu un côté, c'est Rodri, le collectif, le football qui a gagné par rapport à l'individuel. Et après, on a eu l'effet inverse. Les fervents supporters de Vinicius qui ont essayé de nous faire passer Rodri pour un joueur banal, pour un joueur lambda, pour un joueur, c'est un milieu de terrain, mais bon, il n'est pas meilleur que Iniesta, que Xavi. C'est pas le problème. Il n'est pas en course pour le Ballon d'Or avec Iniesta et Xavi. Il est en course avec les joueurs de son époque. Et aujourd'hui, ne pas avouer que Rodri est un joueur exceptionnel dans son rôle, c'est très fort. C'est pareil, ne pas regarder le football correctement. Rodri, il parle de ça, que c'est un peu la continuité d'Iniesta. Mais bien entendu. Bien entendu. Parce que c'est le premier Espagnol à gagner un Ballon d'Or. Et qu'en plus, il sait qu'il est dans la continuité de ces joueurs-là. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de période. Rodri, avec la saison qu'il vient de faire, tout aussi exceptionnelle soit-elle, et moi, je viens de le dire, j'étais pour lui, s'il était... il y a 5 ans face à Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'aurait pas eu le Ballon d'Or. Il n'aurait jamais eu. Donc lui a eu la chance que n'ont pas eu Xavi et Iniesta à leur époque. Xavi ou Iniesta, avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient au Barça, cette année, ils auraient eu le Ballon d'Or. Bien sûr. Mais justement, j'allais venir, est-ce que justement c'est le Ballon d'Or que Rodri a eu, c'est pas genre, tu vois, on va dire la récompense du Ballon d'Or de Iniesta qu'il devait avoir? Après, ça, faut connaître chaque votant pour savoir comment ils ont voté. Ça peut-être que ça a joué dans le subconscient des gens. Non, mais si, ce que tu dis aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même Messi et Ronaldo. C'était fermé. C'était fermé. C'était fermé, tu vois. Non, mais c'est... Pendant 15 ans, tu as eu du Messi et du Ronaldo. Ouais, mais c'est le principe du Ballon d'Or. Tu tombes par rapport aux gens de ton époque. Donc si tu tombes sur un extraterrestre, malheureusement pour toi, tu peux être le joueur que tu veux, tu ne l'aurais pas eu. Et comme on peut dire que quand Cannavaro l'a eu, c'est pareil. S'il y avait eu Messi et Ronaldo en face de lui, il n'aurait pas eu non plus. Donc après, attention à l'effet que ça crée derrière. C'est que, il y a eu une vague de soutien pour Vinicius. Mais attention, parce que comme tu le disais, même Karim Benzema dans sa déclaration, il dit en gros Rodri,
c'est pas le joueur qui me fait me lever de mon canapé. Mais t'as pas besoin de faire cette déclaration-là. Pourquoi? Soutiens Vini, il n'y a pas de problème. Mais t'as pas besoin de faire... Non, mais lui, en fait, il a voulu défendre son poste. Oui, non, mais regarde. Ils ont joué au Real ensemble, tu défends ton pote. Ils ont été déjà accusés de pas être potes sur le terrain. Oui, ouais, mais après, ils sont devenus, je pense. Regarde, Kevin. Ce que je veux dire, c'est que, oui, à juste titre, on t'interviewe, tu parles pour ton ancien coéquipier. Tu le défends. Mais pourquoi tu es obligé de parler de Rodri? Non, moi, je suis d'accord avec toi. Et négativement en plus. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans une période où, au lieu de se contenter de défendre celui pour lequel on va descendre l'autre, on va descendre l'autre. Et c'est pas bon. Parce que Rodri, il a eu la grande classe dans ses déclarations. Je pense que Rodri doit apprécier le joueur Karim Benzema. Et je pense que la déclaration de Karim Benzema n'a pas dû lui plaire. Tu vois ce que je veux dire? En tant que joueur de foot respectueux qui vient de prendre son ballon d'or, normalement, il y a une espèce de charte. Benzema, il a gagné aussi le ballon d'or. On ne critique pas ouvertement comme ça quelqu'un qui vient le gagner après toi. Tu vois, je trouve que ça manque de classe. La décision du plus grand club au monde, de Real Madrid, est presque dans la journée. On ne vient pas. C'est fou. Je pense que le boycott. Mais tu sais que. Il ne s'y justifie pas. Moi, je vais être très clair, je trouve ça honteux. C'est honteux. Honteux. Pour un club comme le Real Madrid, il faut venir. Mais par contre, à la tête de ces clubs, il y a aussi une personne qui souvent va chercher la polémique. Donc, ça ne m'étonne pas que le président ait décidé. C'est honteux parce que ça manque de respect avec tout le classe par rapport au club que tu es. Et en plus, le message véhiculé, il est complètement catastrophique. Parce que en n'y allant pas, ça veut dire nous, si on ne gagne pas, on n'y va pas. On ne vient pas, ça ne nous intéresse pas. Donc tu essaies de décrédibiliser une récompense sur laquelle tu t'es basé pendant des années pour faire ta communication et ton recrutement. Il s'est parlé beaucoup de ça aussi. Là. Donc alors, c'est ballon d'or, ça va aller. C'est hypocrite. C'est quoi ces trucs? Mais regarde, anecdote, regarde, à 16h, t'as Fabrice Hopkins qui annonce que Vinicius ne va sûrement pas avoir le ballon d'or. Et là, communiqué du Real qui annonce qu'il ne viendra pas. C'est-à-dire, en fait, à 16h, donc ils ont été mis au courant. Ils avaient leur costume, ils étaient prêts. Que Vinicius n'allait pas avoir le ballon d'or, donc nous, on décide de ne pas venir. Oui, et puis en plus, le problème de ça, c'est que tu fais un choix global qui emmène tout le monde dans ton jeu. Parce que à la limite, j'aurais pas trouvé ça beaucoup plus classe, mais à la limite que Vinicius soit déçu et dise je ne viens pas. Mais Bellingham, il j'aurais pas apprécié, mais pourquoi pas. Là, on a privé Carlo Ancelotti d'aller chercher son titre de meilleur entraîneur. On a privé Kylian Mbappé d'aller chercher son titre de meilleur buteur. Et on a enlevé Bellingham qui était sur le podium de potentiellement pouvoir être présent et d'y aller. Alors peut-être qu'il serait pas venu non plus. Mais en attendant, parce que tu es le Real Madrid, tu montres que nous, si on ne gagne pas, on n'est pas content et personne ne vient. Alors je suis persuadé qu'il y a au moins une de ces personnes-là qui souhaitait être à la Cérébro. Mais c'est là aussi. C'est sûr. Mais c'est là, par contre, aussi, on voit quand même la puissance du Real Madrid. Ouais, mais ça... On voit qu'en fait, c'est le plus grand club du monde. C'est même pas la puissance du Real Madrid. On voit la puissance de Florentino Pérez. Exactement. Et après, mais il apporte qui? Il apporte au Real. Oui, mais c'est la personne qui fait que. Oui, exactement. Et ce qui est moche, c'est que là, on va dans le football que moi, je déteste. Un football archi politisé. Ouais, exactement. C'est parce que ça, c'est peut-être aussi en réponse à Super League. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et comme tu l'as dit, tu penses sincèrement que Bellingham, il voulait pas être à Paris ce soir-là? Kylian Mbappé, tu penses pas qu'il voulait venir dans son pays ce soir-là? Carlo Ancelotti, tu penses pas qu'il voulait être avec les autres coachs? Mais c'est n'importe quoi. Et puis c'est hypocrite parce que si tu es en opposition avec le concept, en fait, dès que tu as la convocation pour le Ballon d'Or, tu dis que tu annonces le boycott, effectivement. Tu n'attends pas de savoir que tu n'es pas vainqueur pour y aller. Et après, tu as le discours officiel du communiqué et patati patata. On est 4 autour de cette table. Je prends le pari aujourd'hui que si l'année prochaine, le vainqueur du Ballon d'Or est un joueur du Real Madrid, toute la délégation du Real Madrid sera présente à la cérémonie. C'est évident. Et ce qui est fou, c'est que maintenant... à chaque annonce du résultat, il y aura une espèce de question autour du Real. Bon, alors vous venez ou pas maintenant? Non, mais c'est vrai. Ça va les suivre sur plusieurs années. Non, mais aussi, ça a changé. Parce qu'avant, le Real savait 2-3 semaines avant. Ça fait 2 ans là qu'il ne sait pas. C'était la deuxième édition. Et là, ça a changé. Maintenant, tu sais que quelques heures avant. Donc, en fait, je pense que tu vois maintenant, ils vont devoir s'apprêter en disant est-ce que c'est nous qui allons gagner, etc. Alors qu'avant, tu rappelles-toi, avant déjà la vidéo il tournait, mais il y avait l'interview France Football, tu vois, qui était là 2-3 semaines avant. Là maintenant, c'est 5 heures avant. C'est-à-dire que là, en fait, est-ce que tu vas te déplacer ou pas? Alors que tu sais le résultat 5 heures avant. Donc c'est différent. J'ai trouvé sur Internet, je voudrais partager ça avec vous parce que je trouvais très très
Très drôle. Très drôle. La chat GPT. Ah oui, chat GPT, oui, de l'autographe là. Je l'ai vu. Donc, ils ont fait les futurs 10 ballons d'or. L'an prochain, Haaland. Ouais, Haaland, ouais. 2026, Mbappé. Non. 27, Bellingham. Ah, Bellingham, ouais, pourquoi pas. L'espagnol, le gamin, Yamal. Yamal. Ah, lui, ouais, c'est sûr. 28. Dans les 5 ans. Vinicius Junior, 29. Il va avoir déjà presque 30 ans, je pense. Mbappé, Un deuxième. il va gagner en 12e en 2030. Hendrick, le Brésilien, le jeune du Real Madrid, 31. Lamine va gagner une autre fois 32. Que des Et offensives. après, voilà, 33, 33. Et donc là, pas de défenseur. Attends, Pas de défenseur, pas de milieu. continue parce que Ah, il y en a- Vas-y. le plus intéressant, ça reste Et les deux Liwa- derniers. C'est qui Eli Wahi, En Ah ouais 2033 bah, les gars, 2033. non, non. et Ah en ouais 2034, Mais sur- Youssoupha Moukoko. joueur de l'OGC Nice Ah, prêté par ok. Dortmund. Non. Ah ouais Après, Après, les 2 derniers, regarde. franchement, je suis Chat désolé, mais GPT. il y en a Ça, un, on verra. tu sais, il y en a c'est pas un, sérieux. il y en a un qui est archi Sérieux. méga crédible. Hein. Ok. Haaland. Tu sais pourquoi je te dis Ah ça oui, bon, Haaland. ah oui, Parce moi, que je lui, le ce qu'il vois. pénalise, c'est sa sélection. Exactement, la D'accord Norvège. Mais là, il n'y a pas de compétition Non. internationale. Non. Et oui. Chat c'est- GPT, c'est pas con. Bah Là, oui. Je pour pense que moi, l'an prochain, c'est mais le moi, plus ça va rester au crédible, club. en tout Bah cas, oui. Il a raison. le moment où il peut le prendre, ça C'est va être quand les années où il n'y aura pas de compétition internationale. Exactement. Et s'il Eh oui. gagne la LDC en plus, Ah non, mais je pense qu'il l'aura. Enfin, c'est une donnée archi importante sur les compétitions internationales, mais Erling Haaland, on en a moins parlé cette année, mais on est sur un monstre exceptionnel Ah, qui incroyable. n'était Très, déjà très pas bon loin de buteur, l'avoir c'est la incroyable. saison dernière, C'est incroyable. déjà, avec le championnat et la Ligue des Champions. Cette année, même si on n'en a pas parlé, mais il termine quand même 5e. Sur une année où il n'a pas eu il n'a pas fait de résultats avec sa sélection internationale. Il y a une compétition internationale, mais il termine quand même 5e du Ballon d'Or. Donc c'est déjà très très costaud. Et là où je rejoins aussi complètement les autres avis, c'est que avec les statistiques qu'il a, si Manchester City reprend la Ligue des Champions, il peut complètement prétendre à avoir le Ballon d'Or très très vite. Donc ça va être intéressant. Après, Yamal, je pense qu'on va y avoir droit aussi dans pas très longtemps. Bellingham, je suis un peu moins convaincu Moi aussi, personnellement même Mbappé, pour hein. le Ballon d'Or. Mbappé, je suis pas convaincu. Après, Kylian, ouais, On verra. ça peut être Il bien. reviendra, Kiki. Ouais, moi, je suis pas convaincu. Moi, je crois en lui, il Mbappé. reviendra. Pour finaliser cette arène de jeudi, donc on parle de Manchester City qui va au Portugal jouer contre le Sporting le mardi. Il y a Real Madrid, il y a AC Milan. C'est un gros match. Match Gros intéressant, hein? Ouais. Plein de Français sur le C'est terrain. mardi ça C'est le mardi, toujours à 21h. Ok. Le PSG qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Ouais, mercredi, on y sera. Waouh! mercredi Hein? soir. Tu es là? Tu vas être au stade? J'y serai, ouais. Et je serai même aussi à la conférence de presse de Simeone. N'hésite pas, si tu Wow. trouves 3 billets, on est partant. Et des billets d'avion aussi. C'est Paris. Bon, et après, qu'est-ce qu'on a encore la semaine prochaine? Des matchs intéressants. Il y a Monaco qui va en Italie jouer contre Bologne. Je pense que c'est ça, faisable. ça, C'est ça, faisable. Lille qui joue à la maison contre la Juve. Pas mal, hein? Pour tu qui vois, habite ça- à Lille, Non, mais tu vois, ça, pas mal, hein? tu vois, j'ai hâte de voir, c'est pourquoi Pour qui habite C'est à Lille, Gomota. pas mal. Voir Thiago Grande Motta, vraiment, tu vois. opportunité de Ouais, regarder avec un le- super ouais. match. Et je dirais que ça, c'est les matchs. Le Barça, il y a Inter et Arsenal. C'est un Ça, très, ça très va être un bon bon match. match. Très bon match. Ouais, En bon Italie. match, ouais, bon match foot. En Italie, toujours ça c'est le mercredi, je pense. Le mercredi à 21h. Sur Donc, le on a programme des que- matchs là mardi, mercredi. Sur le programme que tu as donné, un autre match aussi, un match qui va être intéressant parmi quoi ceux que tu as Bayern nommés, ça va Benfica. être le Sporting Manchester City, puisque l'entraîneur Ouais. Amorim va s'engager avec United. notre équipe de Ah. Manchester. C'est vrai, c'est United. vrai, United, ouais, il va y Donc aller. il a une C'est sorte vrai. de préavis, a priori, il a une quinzaine de jours où il continue avec le Sporting. Donc Et que ça va si être je ne me intéressant trompe pas, de il voir ce match-là. était, son nom il était évoqué Au pour. PSG. Non. Pour le Manchester City aussi. Ah ouais À la place, si je ne Si me trompe Guardiola pas. était parti, je Ouais. sais pas. Je Ouais, sais qu'il mais- avait, ouais, je ouais. sais qu'il avait une Ouais, autre ouais. proposition par un autre club, je crois que Et c'était les- Liverpool qui D'accord. s'était positionné Liverpool, dessus. ouais. Et là, ça va être intéressant. Il va jouer Mais- contre son mais futur même- adversaire de derby. Et ça va être intéressant aussi de Même au voir PSG, la là, performance Amorim, les gars. de Victor Gyökeres, l'avancante Voilà, du Gyökeres, Sporting, c'est sur fort, un gros Gyökeres, match de haut niveau. franchement. Je suis curieux de voir ce qu'il va réussir face à une grosse charnière centrale. C'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il ouais. est très très complet, très compétent devant le but, Vivement PSG. très performant. Et je suis curieux de voir la performance de ce garçon-là face à Manchester City. La bonne semaine. Thiago Guirès, c'est très fort. Hein. Ouais. Je pense que moi, je vois bien au PSG. Hein.
Toi, tu vois Perso, tous les ça- joueurs au PSG. Non, lui, C'est pour ça. non. Le football, ça a 11 La mon prochaine gars. fois, Il y a un moment, il y a Kevin, plus de la place. prochaine fois, il faut que tu viennes avec Ah le ouais, maillot c'est de Paris ça. Saint-Germain. Non, mais pour finir, c'est Ah. que Gyökeres, pour moi, c'est un joueur, tu vois, qui est capable de venir de jouer au PSG. Pourquoi? Parce qu'en fait, au PSG, il manque un numéro 9. Là où Gonzalo Ouais, Ramos, il est blessé. est blessé, mais je pense que Gyökeres aurait fait l'affaire. Il va faire l'affaire s'il vient. Quand on est Ramos. au PSG, même quand on a des joueurs blessés qu'on a acheté 90 millions, ben, on en a racheté un Non, autre à 70 Ramos, millions c'est d'euros. 85. Quelle vie. Et après, il y a le Havre qui essaie de se battre pour se maintenir en Ligue 1. Ah, il y a des... Disparité. Arena de jeudi, on finit là. C'était un plaisir, les gars. Merci Top. d'être venus. Merci Ouais, à toi, ouais, Beto. J'espère qu'on peut répéter bientôt et souvent. Abonnez-vous, ok? Laissez un commentaire, partagez, laissez un like et voilà. Arena, chaîne YouTube. Merci, ciao, ciao et à très bientôt la semaine prochaine. Ciao. Obrigado. Merci, bye. Merci. Obrigado. Activez la cloche, les gars.